avant que ça empire. Il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas Bonjour quoi. à tous et bienvenue dans le tout nouveau podcast consacré sur des news ciné sinon rien, avec moi pour m'accompagner Mas Bonjour tout le monde. et Gino. Bonjour tout le monde. Le principe de l'émission est simple, on commentera des news des dernières semaines ainsi qu'un débat sur le cinéma qui potentiellement boude le genre fantasy. On en débat d'ailleurs ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer. Nous y répondrons avec plaisir et ça commence maintenant. Commissaire. On nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces deux meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire? Alors avant de commencer, Mus, est-ce que tu peux nous dévoiler ta liste pour le mois d'octobre des films qu'on pourra éventuellement évoquer? Oui, bien évidemment, que des chefs-d'œuvre, à savoir donc que je conseille tous. Donc le premier sera Jurassic World 3, en l'occurrence, très récent. Donc voilà, ça ne pourra que plaire au plus jeune public. Ensuite, un film français méconnu mais qui gagnerait à être davantage connu en France, qui s'appelle Bloody Mallory. Un troisième, un grand chef-d'œuvre américain, pareil pour ceux qui aiment l'horreur et le surnaturel, un film appelé House of the Dead, du grand réalisateur Uwe Boll. Là, j'allais dire, ça fait par un Allemand, ça, non? Oui. Et enfin, un autre film français, donc une comédie pour toute la famille, avec un des présentateurs français préférés des Français, donc le film Le Baltringue, avec Vincent Lagaffe, que je vous conseille, pareil. Que du lourd. Que du lourd. Ça va, c'est ouais, que des chefs-d'œuvre, effectivement. Eh bien, écoutez, le rendez-vous est pris. Le sondage aura lieu sur Twitter à partir d'octobre. Alors, on commence par la première news avec donc Knock at the Cabin, vous notez mon merveilleux accent anglais, une bande-annonce pour un nouveau film d'horreur de Monsieur Night Shyamalan. Avec ses récents faits d'armes, le cinéaste s'est mis à dos une bonne partie de son public. Certains ont relativisé les précédents travaux du réalisateur et ont revu la carrière du monsieur à la baisse. Il faut dire que ses dernières productions pour le cinéma ne jouent pas en sa faveur, comme l'ont prouvé son dernier film Old. Alors, nos protagonistes, pour le film qui va bientôt sortir, vont être assignés par 4 individus motivés par une cause singulière qui sort de l'ordinaire. Jusqu'à présent, le home invasion était souvent un prétexte pour montrer une famille victime de cambrioleurs ou de tueurs assoiffés de sang. Ici, il semble que les oppresseurs n'exécutent pas cette tâche par plaisir, bien au contraire, ils sont bouleversés à l'idée d'exécuter leur dessein, donc une tâche qu'ils se doivent d'honorer pour une cause qui les dépasse, éviter l'apocalypse. Le film sortira le 1er février 2023. Alors messieurs, qu'avez-vous pensé de cette bande-annonce? Alors, qui se lance? Vas-y, Mus, je t'en prie. Comment? Qu'as-tu pensé Quoi de cette bande-annonce? C'est facile que tu m'as pas entendu. Tu vas très bien compris. Ça rend sourd, on va dire ça comme ça. Écoute, moi j'ai plutôt... moi je suis déjà de base, je suis plutôt un fan, même si je sais que c'est quelqu'un qui divise, je suis plutôt un fan du cinéma de Shyamalan. Donc là, ça ne fait pas exception. Moi, ce que j'aime bien de manière générale, c'est évidemment, c'est que des films à twist. Ça, j'invente rien pour ceux qui ont vu des films. Et c'est vrai que moi, je suis assez friand. La plupart, que je suis un peu naïf, m'ont plutôt surpris. Et celui-là, pareil, je me dis pourquoi pas aller le voir également. J'ai pas vu son film précédent qui était Old. Je l'ai acheté, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir non plus. Donc moi, je l'ai vu. Et bon, apparemment, c'est moyen d'après les. Alors, pour Old, en fait, dans l'exécution, il est plutôt bien. La problématique du film, entre guillemets, c'est sa finalité. Il y a des gros défauts dans sa fin, en fait. On pouvait prétendre à avoir mieux parce que les thématiques abordées dans le film sont excellentes. C'est dommage. Donc voilà.
Mais pareil, Glass, j'avais adoré aussi, moi de mon côté. J'aime bien les derniers films surtout là qu'il a fait. En fait, tout ça. c'est quand même pas des films de Shyamalan, j'en doute un peu. C'est, comment dire, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, paradoxalement, je vais pas beaucoup voir ses films au ciné, finalement, je les vois après, quoi. Donc, je pense que ce sera pareil là, c'est-à-dire que, de la peine de cinéma, en fait, j'y vais pas assez. C'est paradoxal, parce qu'on fait un podcast de ciné, et je me dis que j'y vais pas tant que ça. C'est un peu paradoxal. Et, du coup, pourquoi pas clairement, je me laisserais tenter un jour, mais alors, de là, aller voir au cinéma, pas sûr, pour le coup. Comme beaucoup de gens, je suis de plus en plus sélectif, on va dire. Mais, ouais, voilà. Mais en tout cas, j'adore tous ces films-là, un peu surnaturels, et puis, comme je dis à Twist, je vais me faire surprendre. Pour moi, on aime ou pas le bonhomme, mais il propose toujours des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est pas du remake, du reboot, machin. Enfin. Oui, c'est original, au moins, pour le coup. Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, clairement, moi, je suis plutôt hypé, mais je vais pas dire que j'irai le voir au cinéma pour autant. Aussi paradoxal que ça puisse être. Et voilà. toi, Gino? Alors moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que Mush dit c'est un réalisateur à twist. Donc en gros, pour moi, c'est un grand danseur, le mec. C'est pas ça c'est lui qui a réalisé. Ça se trouve, c'est lui qui a réalisé le film Twister, tu vois. N'importe quoi. Donc moi, je pense plus à la danse, tout ça, qu'au film. Merci Mush. Mais voilà, Mush. Donc si je résume, c'est paradoxal et twist. Shyamalan. Oui, c'est ça. Voilà. C'est bien une très grande danse. Écoute, moi, je suis pas un grand connaisseur de l'univers de Shyamalan. Je sais que c'est un excellent réalisateur pour certains, qui divise beaucoup pour d'autres. Et après, voilà, c'est pas du tout ma came, mais c'est vrai que la bande-annonce est plutôt, moi, je la trouve plutôt bien travaillée de ce film-là. Voilà, les plans aussi sont très bien travaillés d'ailleurs. Au passage, je vais y revenir après, mais je trouve que voilà, le casting casse pas trois pattes à un canard, quoi. D'avoir Dave Bautista et Ron Weasley ensemble, en a branlé, quoi, balèque sur 20. Donc non, franchement, c'est pas non plus le genre de film que j'irai voir, même si je trouve que techniquement parlant, il y a peut-être quelque chose à sauver. Je crois que tu dis ça pour Dave Bautista parce qu'il avait joué dans Army of the Dead, mais sache qu'il a joué quand même dans Blade Runner 2049 et aussi il a joué James dans Bond, Spectre. donc faut pas l'oublier. Oui, il a joué dans Spectre, un rôle muet quasiment. Voilà. Ça lui va bien d'ailleurs, au passage. D'ailleurs, exactement. Mais il arrive à être à la fois inquiétant quand même, enfin là surtout dans la bande-annonce en l'occurrence, et avoir quand même un certain charisme, mine de rien. Ouais. Enfin, je trouve. Après ça, c'est le film qui veut ça. Moi, j'ai beaucoup aimé la bande-annonce. J'ai envie de le voir aussi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu... il essaye de jouer l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, les oppresseurs, ils essayent de les sauver. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le scénario. Comme disait Meus, on va aller chercher l'originalité, hein, toujours. Après, j'ai toujours peur, c'est comme, là je repense à Old, son dernier film, où effectivement le twist peut décevoir aussi, parfois. Donc il y a toujours une problématique là-dessus. Mais j'ai envie de le voir, les plans sont travaillés, le choix des couleurs aussi est toujours important. Dans le travail de Nan Shyamalan, ça a toujours été son thème de prédilection et aussi le choix de la place des acteurs dans le cadre. Voilà, s'il est à droite, il veut le bien, s'il est à gauche, là on peut être sur une menace par exemple. C'est un truc tout bête qu'il a, mais il fait de la mise en scène comme il faut, et moi je trouve ça intéressant. Donc voilà. Après, moi j'irai le voir au cinéma. J'avais été voir Old au cinéma. J'ai vu Glass au cinéma aussi, mais je trouvais que c'était quand même des films à aller voir sur grand écran. Celui que je regrette de pas avoir vu au cinéma, c'est The Visit. Je sais pas si vous l'aviez vu. Oui. Ouais. The Visit, franchement, si t'as l'occasion, Gino, c'est excellent. Ouais, mais ce genre de film psychologique comme ça, c'est pas du tout mon délire, je dois l'avouer. Je mais sais oui, que un jour, il faudrait que je retrouve mon courage, peut-être qui s'est perdu, et que je regarde ce genre de film, et du temps aussi, en plus du courage, voilà. Mais pourquoi pas. L'histoire de The Visit, je le rappelle un tout petit peu, c'est... Je suis une flippette, moi. Ah, mais ça n'a rien à voir, ça. C'est des enfants qui vont chez leurs grands-parents en vacances, et effectivement, il va se passer des choses étranges avec les grands-parents, et c'est surtout le film, en fait, avec son petit budget et tout, il arrive à te surprendre de ouf, dans le sens où moi je sais que je me souviens que je m'attendais absolument pas à la fin. Toi, Meus, tu l'avais vu The Visit, par contre. Ouais, moi The Visit, The Visit, j'avais beaucoup aimé pour le coup. Bon, je vais éviter de spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais effectivement,
Bon, Shyamalan, je l'avais pas trop entendu. Il y a peu beaucoup de pubs, je pense, dessus. Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Je l'avais lancé un soir sans rien attendre de spécial, juste parce qu'à un moment, on se rend pas devant. Et j'ai bien aimé parce que, enfin, encore une fois, le côté naïf, j'ai pas du tout vu le truc venir, en fait. Ah, bah, la même. Et du coup, bah, super surprise, à la fin, quand en fait, en voyant le truc, j'ai fait ah ouais, c'est un peu tombé de haut, quoi. Ah oui, complètement. Franchement, je conseille. Qui aime le, enfin, t'es tombé de ton canapé. T'es tombé de ton canapé. Oui, c'est ça, exactement. Mais ouais, non, franchement, une très bonne surprise pour le coup. Et j'ai même, enfin, c'est forcément subjectif, j'ai même du mal à comprendre qui n'aime pas ces films, parce que, enfin, en tout cas, The Visit, je veux dire The Visit, parce que, enfin, franchement, pour le coup, ça fait le graphique, mais encore une fois, moi, ce que je saluerai toujours, c'est de la tentative de vouloir faire quelque chose d'un peu original, en tout cas, hein, qui sort un peu du moule, et ça, là-dessus, encore une fois, je redoute, mais moi, je tirerais toujours mon chapeau pour ça, pour son cinéma à ce niveau-là. Bah, disons qu'il avait une période de creux, il a fait un film After Earth, avec Will Smith, qui était une catastrophe. Donc, c'est pour ça, en fait. Oui. Ça, c'était pas terrible. D'accord. Bon, on va passer à la prochaine news. Et là, cette fois-ci, c'est toi, Mus, qui voulait nous parler d'Avatar, concernant les spécificités de sa sortie. Ouais, pour la sortie en 4K, bah, après, moi, en tant que puriste, je jette des fleurs, faut pas exagérer. Moi, j'adore les belles images. En même temps, quand tu vas au cinéma, a priori, c'est que tu aimes les belles images de manière générale. Et bah, je pense que toi et moi, comme Gauthier, on s'est convertis au 4K, notamment à domicile. Et bah, quand c'est bien fait, c'est toujours plaisant à l'œil. Et clairement, moi, j'inciterai toujours les nouvelles technologies au cinéma, notamment, bah, je pense. On en parlait un peu, on en parlait déjà, je fais le parallèle avec un film qui est sorti très récemment, Top Gun 2, ou en salle ICE, moi c'est là où je l'ai vu par exemple dans un CGR, bah, quand t'as de la qualité comme ça, que ce soit d'ailleurs sonore, parce que ça on l'oublie aussi, mais aussi d'image, bah, enfin, surtout les films à grand spectacle, parce que c'est sûr que c'est un film d'auteur, voilà, l'intérêt il est beaucoup plus minime, mais des films comme ça où il y a de l'action, où ça bouge dans tous les sens, et que bah, t'as une image léchée aussi de la part du réalisateur, bah, là c'est là où t'as l'HDR, pareil, bah, le côté contraste, enfin, à tout niveau, je veux dire, de cette nouvelle technologie-là, c'est là où t'en sors la quintessence des blockbusters, donc clairement, oui, moi je me dis, moi, j'inciterai toujours des trucs comme ça. Après, effectivement, faut aussi qu'il y ait du fond dans le film. Hein. Ça, on en parlera toujours. Bon, j'ai toujours mes petits griefs sur les Marvel. Hein. Je suis sur ce petit parallèle-là. Même s'ils ont de belles images, mais qui sont nuls à chier, bon, faut quand même un scénar derrière. Hein. C'est quand même mieux. Mais clairement, ouais, les films comme ça, comme Avatar. Donc c'est vrai qu'on parlait aussi Abyss, True Lies. Bon, bah, la filmographie de James Cameron. Moi, je suis un fan du bonhomme. Vous aussi, je pense. Peut-être moins toi, Gino. Hein. Enfin, un peu plus mitigé, peut-être. Je vois pas la table. Cameron, si. De manière générale. J'apprécie l'œuvre de l'homme. Bien sûr. Donc c'est pour ça. Enfin, je me dis moi, j'adore voir ces films et là, de voir des qualités comme ça, moi je signe tout de suite. Donc pour moi c'est un grand oui, clairement. Je plébiscite ce genre de technologie. Mais alors, du coup, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que ça change justement le remaster 4K par rapport à j'aime le dire. En fait, pour ceux, qui sont pas très au fait de ces nouvelles techno, mais entre la précision, le grain de la peau, la précision de l'image, le contraste aussi, typiquement, ceux par exemple, je pense toujours à ça. On a la chance d'avoir une OLED chez eux qui ont des films en 4K. Là, c'est incroyable. De toute façon, il suffit de mettre un LCD à côté. Et de toute façon, j'ai toujours dit, tu mets un comparatif à côté, tu mets le film en DVD ou en Blu-ray conventionnel et en 4K, HDR, etc. Là, tu te fais ouais. En fait, vraiment souvent, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, tu mets ça côte à côte, tu vois tout de suite la différence. Et puis quand t'es habitué au luxe, comme dans tout domaine, t'as du mal à revenir en arrière. Hein. Donc ouais, clairement, la précision, les détails, tout ça, gros plan large. Effectivement, il y a pas que ça, parce qu'effectivement, le côté en fait de la plage dynamiquement augmentée, ils offrent plus de contraste, ça tu l'as dit, mais surtout une autre colorimétrie. Et c'est surtout aussi, il y en a beaucoup qui, à l'époque, en 2009, où Avatar en fait avait une perte de luminosité, d'accord, surtout en 3D. D'accord. Ouais. Et donc là en fait, le côté HDR en fait compense cette perte de luminosité due à la 3D. Donc on ne perd plus rien à l'image. Notamment là, comme on disait aussi dans la séquence de rencontre nocturne entre Jack et Neytiri, qu'on a l'impression de découvrir pour la première fois. En tout cas, c'est ce que disent les spectateurs par rapport à cette nouvelle ressortie. Et à noter aussi que le son a également été repensé pour être plus riche et détaillé qu'auparavant également. Il a copié sur Luc Besson pour Lucie, c'est ça? C'est ça, exactement. Ils sont réputés pour ça. Et aussi, la ressortie, ça permet aussi également aussi de pas oublier
parce que quand même 2009 ça date un petit peu, qu'Avatar existe et qu'une deuxième sortie arrive, le deuxième opus, à la fin de l'année également. Et c'est vrai que comment James Cameron, du coup, pour cette ressortie, a mis les bouchées doubles pour Avatar tout simplement. Et apparemment, les grosses différences se voient à l'écran. Donc c'est quand même, je pense, surtout le plus grand film, en tout cas celui qui a rapporté le plus, et qui est toujours numéro 1, il me semble d'ailleurs. Oui. Donc je pense que c'est Toujours. important qu'il ressorte, surtout quand Avatar 2 va sortir. Donc voilà, un petit mot quand même, Gino, par rapport à tout ça. Oui, un petit mot par rapport à ça. En effet, même si j'aime bien l'œuvre du bonhomme, c'est vrai qu'Avatar, c'est pas le film que j'ai vu et revu le plus de fois. Donc c'est vrai que même l'histoire en elle-même, il y a quelques pans et morceaux d'histoire que j'ai certainement oubliés. Donc si tu veux, je serais pas contre le revoir au cinéma et avec un œil totalement nouveau. Alors je serais pas le puriste à dire ah oui, là c'est bien mieux sur cette scène-là qu'auparavant parce que j'ai plus les repères visuels que j'ai pu avoir et pour moi Avatar c'était la toute première séance 3D de ma vie au cinéma à l'époque quand il est sorti. Donc autant me dire que les fois où je l'ai vu, elles sont rares depuis la date de la sortie du film. En revanche, je pense que l'idée de Cameron, elle peut paraître purement et simplement commerciale, mais comme je l'avais signalé à l'époque quand on avait évoqué la saga du Seigneur des Anneaux où comment l'ami Peter Jackson avait réalisé ses films dans, on va dire, quasiment les trois à la filée en même temps pour obtenir une cohérence à la fois visuelle, esthétique des personnages et autres et des décors. Là, en l'occurrence, le 2 sortant bientôt, il bénéficiera des mêmes technologies du coup que le premier, remasterisé. Donc pour un ensemble cohérent, je trouve ça plutôt bien vu et une volonté propre du bonhomme d'apporter du soin à sa propre œuvre. Si on fait un parallèle avec le jeu vidéo, ça fait comme Last of Us. Bon, il y a remasterisé le 1 là, qui vient de sortir du coup. Ce côté d'avoir une cohérence même graphique avec le deuxième qui est plus récent. Oui, bien sûr. Mais après, il y a aussi évidemment le côté pognon facile, comme on a dit. Hein. Faut pas se mentir, faut pas se mettre des œillères. Il y a aussi ça, mais bon, ils ont bien raison. Mais ça peut être... Mais là, j'ai l'impression que contrairement par exemple à Spider-Man No Way Home, qui a ressorti au mois de septembre aussi, contrairement à No Way Home, où il y a eu 7 minutes de plus, bref, aucun intérêt. Là, il y a une refonte graphique pour certains éléments, certains effets spéciaux, le 4K qui redéfinit la colorimétrie. Il y a quand même un vrai travail derrière, contrairement effectivement à certains films qui ressortent. Même si effectivement, comme dit Meus, ce serait se mettre des œillères si le côté pognon facile serait pas là. Mais il y a eu un réinvestissement dans le film quand même, mine de rien. Mais cependant, je trouve que ça a plus de valeur et de plus-value sur un film comme Avatar de remettre ça au goût du jour que sur les Marvel qui s'en suivent où là on est sur de la resucée de scénario, on change juste le super-héros et tout. Non, aucun intérêt. Voilà. Mais pour Avatar, c'est même étonnant, tu vois, je suis même surpris que ce soit pas un film qui fasse partie de mes classiques à moi en fait. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup ce film. Il se regarde très bien, c'est un bon divertissement, mais c'est vrai que même s'il a marqué son époque à ce moment où c'était, on va dire, la vulgarisation de la 3D pour le grand public, je pense que ce film, c'est dommage qu'il n'aura pas la même caisse de résonance dans la filmographie de Cameron qu'a pu l'être le Titanic, le Terminator ou par exemple Abyss ou True Lies, quoi. Voilà. Je pense qu'il essaye de faire son propre Star Wars, si j'osais dire ça, de sa franchise à lui, avec un univers vraiment riche, auquel on pourra même, je pense, avoir énormément de suites. On est plus sur un délire fantaisiste, et que science-fiction. Enfin, ça il y a le côté technique aussi. Mais... Oui. Voilà, après, moi, écoute, c'est de la créativité, je prends. Alors, je vais réenchérir justement sur la news qu'on a développée. Il y a aussi Avatar 2 qui essaiera d'imposer au public la nécessité du HFR. Je sais pas si vous connaissez, c'est le High Frame Rate, c'est-à-dire une augmentation du nombre d'images par seconde, puisque un film s'est limité à 24 depuis une réglementation imposée par l'arrivée du parlant, bien évidemment. Maintenant que l'usage de la pellicule
est de plus en plus rare, il est absurde de contraindre la grammaire du 7e art à un défilement de l'image archaïque. En tout cas, néanmoins, l'aspect télévisuel a fortement déplu ou désintéressé le public lors des expérimentations de Peter Jackson avec le Hobbit. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Le Hobbit, il avait une texture un peu étonnante et parfois dégueulasse. Mais James Cameron, lui, propose une solution très intéressante grâce au logiciel TrueCut Motion de Pixelworks. Alors ça, c'est encore une fois, c'est un peu technique. Mais pour faire simple, il devient possible de remasteriser des films tournés en 24 images par seconde en les dupliquant, celles-ci jusqu'à 48. C'est le cas sur cette ressortie d'Avatar, bien évidemment, le premier. Et Cameron devrait le proposer également sur le Blu-ray 4K de Titanic. Mais surtout, le HFR n'est pas systématique. Et TrueCut Motion permet d'augmenter le framerate sur certaines scènes ou plans spécifiques, en particulier celles où un mouvement de caméra rapide engendrerait des saccades. Le reste est toujours en 24 images par seconde. Vous vous rappelez le côté 3D de Avatar où ça clignotait un petit peu? Eh ben, grâce à cette technologie-là, ça ne le fait plus. Donc, c'est-à-dire que si vous allez le voir en 3D aujourd'hui, et je parle du premier Avatar, là, qui est sorti le 21 septembre, ben, vous n'avez plus ce côté saccade. Ouais. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Bah, c'est vrai que il y avait effectivement, c'est ça qui est bien en fait finalement d'avoir attendu, on va le voir comme ça, d'avoir attendu 13 ans, c'est ça 13 ans entre les deux films. C'est comment maintenant on bénéficie des évolutions technologiques, et puis bah ça améliore aussi l'expérience du premier film. Donc c'est tout bénéf, on va dire, la patience est récompensée pour le spectateur, on va dire. Faut le voir comme ça. Non, Il y a aussi certains spectateurs qui parlaient de, justement, on a moins cette sensation de look jeu vidéo par rapport aux effets spéciaux. C'était pas choquant, je trouvais. Oui, mais bon, voilà, comme ça pouvait gêner certains. Là, c'est un peu plus réaliste, dirons-nous. Entre guillemets. Je mets vraiment entre guillemets pour le côté réaliste. C'est quand même des grands hommes bleus. Donc voilà. Ah bon, après, ça fait un peu réac, un peu vieux con de ma part, mais ça reste plus ou moins quand même assez gadget, tout ça. Est-ce que c'est ça qui va vraiment relancer l'intérêt du cinéma pour le grand public? J'en suis pas intimement convaincu, parce que derrière, tu auras l'expérience ciné qui sera énorme, mais par contre, derrière, à quid de quand est-ce que tu auras la même expérience chez toi avec ton propre Blu-ray 4K ou un autre truc? Justement, et puis t'es 3D. Alors, il y a ça aussi, mais justement, le but, je pense, après, ça c'est peut-être moi qui fabule et qui est encore un peu naïf pour le côté cinéma, mais c'est de créer quelque chose de différent au cinéma, aussi une expérience nouvelle pour attirer les gens en fait à aller au cinéma plutôt que de rester dans leur salon. Ah oui, bien sûr. M'arrêtez si je me trompe, mais je pense que James Cameron, ça fait comme Tom Cruise, c'est pareil, c'est la même chose, ou même Steven Spielberg. Leur but, c'est que les gens aillent au cinéma dans les salles. Et là, quoi de mieux que d'utiliser des nouvelles technologies pour y arriver. Et de rendre l'expérience encore plus noble dans une salle de cinéma. Attention à l'effet qui se coule du prix du billet aussi. Oui, bien évidemment. Complètement. C'est plus ça aussi, malheureusement. Après, de là à aller en 4DX, par exemple. Avatar se veut une expérience familiale, qui plus est. Donc, ramener à, je sais pas, une famille de 4-5 personnes en l'espace de 4 mois, dans ce cas-là, tu vas avoir Avatar qui est restauré, plus après Avatar 2, ça fait une belle note quand même, quoi. Et puis, l'accessibilité, il faut voir aussi les salles de cinéma qui seront équipées de systèmes. Donc, je pense que les grosses firmes, UGC, Gaumont Pathé, peut-être Cinéville également, ou d'autres complexes l'auront. Je suis pas sûr que dans les petits cinémas de province, tu auras accès à cette technologie également, quoi. Quid de Alors, ça? ça dépend des cinémas, bien évidemment, parce que c'est pas tout le temps le cas. Mais je me souviens que le premier Avatar, j'ai jamais vu un truc comme ça se multiplier aussi rapidement. En tous les cas. Dès qu'Avatar est sorti, tout le monde était à la 3D. Je veux dire les cinémas. En tout cas, les gros multiplex. On proposait au moins une séance en 3D par jour. Alors, les petits cinémas de quartier, non, bien évidemment. Mais en tout cas, tous ceux qui étaient en numérique et qui pouvaient passer en 3D le faisaient. Donc après, à voir ce que ça va donner avec Avatar 2, puisque effectivement, la mode est un petit peu délaissée depuis quelques années déjà. Et comme l'a souligné Mus, effectivement, les télé 3D maintenant n'existent quasi plus. En tout cas, ça disparaît. C'est plus commercialisé du tout. Ça a fait un flop. C'est dommage. Oui, très dommage, parce que ça pouvait encore se développer, je pense. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur Avatar, ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, c'est toujours le film que j'attends à la fin de l'année, les deux, pardon. Oui, moi aussi. Je pense que je vais me laisser tenter peut-être par retourner voir le 1, pourquoi pas. Je suis d'accord aussi. Je pense que je vais y aller aussi. De voir vraiment cette technologie. Parce que j'ai pas encore vu, j'ai eu que des beaux retours par contre. De ceux qui avaient pas aimé en 3D.
en plus. Et là, qu'on adorait justement l'effet, ça fait moins mal à la tête, c'est beaucoup plus clair, moins sombre. Enfin bref, il y a eu que déjà que la 3D était déjà bien. Moi, quand j'avais été le voir en 2009, alors j'imagine même pas avec cette petite technologie en plus. Donc je veux voir ça aussi. Eh bien, écoutez, on va passer à l'autre news puisqu'on va parler d'une nouvelle bande-annonce et cette fois-ci d'un reboot, Hellraiser. Alors ces derniers temps, les reboots ont clairement la cote, surtout du côté des franchises horrifiques. S'il y a souvent de quoi s'y perdre entre remakes, les préquels, les suites, l'idée est toujours de reprendre un matériau ancien et de le remettre au goût du jour, sans oublier de surfer un peu sur la nostalgie des fans de la première heure. Si rebooter un film aussi culte peut déjà être considéré comme une grossière erreur, voire même comme un sacrilège pour certains, on vous laisse imaginer la réaction des défenseurs de l'ordre moral quand il a été annoncé que le reboot d'Hellraiser a choisi une nouvelle Pinhead. Oui, une femme. Pourtant, le nouveau film pourrait bien s'émanciper de ces fausses polémiques, tant Jamie Clayton, méconnaissable, semble convaincante dans le rôle d'une Pinhead de la Cénobite. Ce reboot ira-t-il aussi loin que le premier film, dans la représentation de la souffrance? Seul l'avenir nous le dira. Le film étant prévu pour le 7 octobre 2022 sur Hulu, on imagine qu'il arrivera en France sur la plateforme Disney+. Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoute, moi la bande-annonce, je vais être tout à fait honnête, hein, je vais me faire jeter en pâture sur la voie publique, mais je connaissais pas du tout, j'avais pas entendu parler de Hellraiser. C'est un film dont je n'avais pas connaissance, donc j'ai appris que c'était un classique du cinéma d'horreur pour certains, notamment notre cher ami Stéphane, que j'embrasse, qui est un nouveau heureux papa. Donc on l'embrasse très bien fort, mon cher Stéphane, et je m'excuse d'avance de ma piètre connaissance des films d'horreur et d'avoir Hellraiser en dehors de mes radars. Mais bon, écoute, de ce que j'ai vu sur la bande-annonce, donc je ne vais pas faire de comparatif avec l'œuvre d'origine, vu que je l'ai ignoré, mais c'est vrai que le concept avec l'espèce de médaillon ou de dé qui intrigue un peu les différents possesseurs de cet objet, il y a quelque chose de lugubre et tout, mais à la fois de fantastique, qui a l'air plutôt bien maîtrisé. Et puis, là, ils ont pris, comme tu dis, une femme pour faire... Mais je trouve que dans le cinéma d'horreur, ça me gêne pas, comme on a déjà vu les personnages de Jason dans les Vendredis 13, un coup c'était un homme, un coup c'était une femme, voilà, c'est juste le masque qui change, qui changeait de personne. Dans les Scream, pareil. Dans les Massacres à la tronçonneuse aussi, je crois que les Face, c'est pas toujours la même personne de mémoire, donc évitons des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, voilà. Donc là-dessus, non, je trouve que techniquement parlant, ça m'a l'air très beau, très propre. L'histoire pourrait même peut-être bien m'intriguer, tu vois, parce que je trouve qu'il y a un aspect mystique en fait sur cette bande-annonce qui est plutôt bien fait. Donc je comprends que les fans peuvent être à la fois hypés pour ceux qui n'ont rien contre les reboots des films d'horreur, et à la fois ça peut également diviser et rebuter les puristes qui ne voient que leur œuvre d'origine. Voilà. Je vois. Ouais. C'est déjà un bon résumé, une bonne analyse. Ouais, bien, ouais, j'ai dit beaucoup de banalités, mais avec beaucoup de mots et qui... Tu macrones, comme on dit. Exactement. Bien joué, c'est ça. Et toi, Meus? Je Didier Deschamps, plein de choses, tu vois. Oui, c'est la Didier Deschamps. Ouais. Moi, alors, pour être franc, du coup, j'ai découvert le film il n'y a pas très longtemps. Je l'ai maté il y a 4-5 mois peut-être, quelque chose comme ça pour la première fois du coup. Et bonne surprise, c'est un film très particulier dans le ton, c'est vraiment très glauque, BDSM, c'est un match de... pour le coup, c'est un film unique, on peut dire, quelque part, si on peut pas l'enlever. Et donc après on peut ne pas aimer ou ne pas aimer, ça je comprendrai aussi, c'est particulier. Moi j'ai vraiment bien aimé parce que je trouve ça vraiment le côté original. On m'a proposé un truc que j'ai jamais vu avant, même si le film y date. Donc très Lovecraftien. De quoi? Pardon? Très Lovecraftien. Ouais, aussi, tout à fait, exactement, le côté dimensionnel et tout, c'est vrai, et le côté reboot, bon, on dit reboot, c'est pareil, faut en prendre et en laisser, mais je dis pourquoi pas, parce que le premier film, pareil, il y en a eu des suites, que je n'ai pas vu, mais bon, qui se valent peut-être pas toutes, mais il y a eu des suites, mais tu as dit qu'un reboot, pourquoi pas, pour actualiser le truc. Moi, j'ai juste peur pour les reboots, notamment des films d'horreur, comme beaucoup, c'est que, d'une part, finalement, par rapport au premier, qui est quand même assez glauque, faut le dire, c'est une ambiance assez crasse, tu vois, un peu dégueulasse, machin, que ce soit un peu aseptisé, un peu plus propre, et un peu trop propre, et que ce soit... Justement,
Gino, il l'a très bien dit justement tout à l'heure, c'est le côté c'est propre. Et ça me gêne un peu. C'est ça. Et c'est le défaut, le problème de tous les reboots, tous les remakes, machin, de nos jours, souvent, c'est que, en film d'horreur, hein, je parle, c'est que c'est trop propre. Alors que c'est le contraire, faut être dans le dégueulasse, c'est un film d'horreur, c'est là pour mettre le malaise, c'est ça pour être malsain. Le premier, c'est ça. Et c'est juste ça dont j'ai peur. Alors, c'est con parce que, pour le coup, je me dis que ça peut être un bon reboot, parce que je dis le premier date. L'idée de le réactualiser, pourquoi pas. Mais voilà, si c'est pour en faire un truc aussitôt vu, aussitôt oublié, j'ai juste un peu peur de ça, malheureusement, du fait qu'il soit un peu trop absent. À voir. Quand vous parlez de ce côté propre, justement, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus. Quand tu dis il faut que ce soit sale, un peu oui, c'est impropre, le premier. mais quand tu parles, c'est pas uniquement sur l'action, mais également sur le rendu visuel de l'œuvre. Oui, c'est ça que tu veux tout à dire? fait. Le côté un peu oppressant. Quand tu vois les vieux massacres à la tronçonneuse avec les effets, c'est la pellicule de l'ancien temps, tu vois, avec un film un peu ancien, tout ça. Qu'ils ont fait, hein. Ils ont respecté ça pour le coup, tu vois, dans les remakes de Massacre à la tronçonneuse des années 2000, 2003, 2005, si j'ai pas de bêtises dans ces eaux-là. Très bon remake en passage. Comme quoi, Oui, on dit souvent que les remakes sont là, mais ben, ceux-là, ils sont très très bien faits. Et pour le coup, ils respectent bien le ton des films originaux, c'est-à-dire que voilà, le côté crade, hyper pesant, malsain, voilà. Là, pour le coup, c'était vraiment bien retranscrit. Et voilà, et j'espère que ça va être pareil avec ce nouveau Hellraiser. Mais je suis un petit brin sceptique sur le ton adopté. Voilà, j'ai juste peur de ça. Mais par contre, je salue quand même ce reboot parce que je me dis que voilà, ça peut être nécessaire de réactualiser un peu ce film-là. Du coup, c'est pas une mauvaise idée. Public de niche, hein, effectivement, tu l'as souligné tout à l'heure. Effectivement, c'est très particulier, Hellraiser à la base. Moi, tout simplement, ça sort sur Hulu ou Disney+ en France. J'ai un gros problème avec ça déjà. Dans le sens où, est-ce que vous vous souvenez déjà de Prey, c'est-à-dire le reboot ou non, pas le reboot, c'est pas le vrai, mais en tout cas le passé de Predator. On l'a déjà oublié parce qu'en fait, comme dit Meus, c'est souvent des œuvres assez aseptisées, il se passe pas grand-chose en fait. Et ça, moi j'ai peur pour Hellraiser. Je le regarderai parce que bon, pourquoi pas, parce que je suis pas fermé non plus, mais je sais très bien que ça va être le genre de film effectivement aussitôt vu, aussitôt oublié, malheureusement. Moi, ça m'a pas paru l'essence même du premier film. Je retrouve pas la patte, je retrouve pas l'ambiance. Personnellement. Et c'est pas le fait que ce soit une femme, hein, je précise encore, hein, ça n'a rien à voir. Je préfère le souligner quand même. Et puis surtout qu'il y a des jurisprudences, on va dire ça comme ça, parce que il y a eu finalement, tu vois, depuis 10-15 ans, il y a eu beaucoup finalement de remakes de films d'horreur qui datent, et c'est souvent mi-figue, mi-raisin, quoi, on va dire. Voilà. On balance une pièce et à voir si ça tombe sur pile ou face. Ouais, exactement. Ce genre de reboot. Donc, il y a ça aussi où on peut être sceptique, parce que voilà, c'est le côté, c'est un peu, même si c'est sur une plateforme, c'est paradoxal, mais ils se disent aussi, on veut pas non plus être un public trop restrictif, du coup, donc on va pas non plus aller trop loin, parce que ça va être en rebuter trop certains qui peut-être se seraient laissés tenter s'ils allaient pas trop loin dans l'horreur, tu vois. C'est paradoxal pour un film d'horreur. Il y a peut-être cette logique-là, ce qui est débile. Faut y aller à fond, enfin, c'est ma vision, en tout cas, je veux dire, tu fais un film d'horreur, fais-le complètement, pas à moitié. Mais je suis complètement d'accord. Mais pour toi aussi, toi, Gauthier. Eh bien, écoutez, on va passer à la prochaine news. Gino, tu voulais revenir sur la chronologie des médias qui semble être remise sur la table. En tout cas, prévu pour le 3 octobre ou le 4, je sais plus. En effet, tout à fait. Dans cette époque, c'est vrai que spectateurs, commentateurs, influenceurs, aujourd'hui, s'enflamment assez vite au sujet d'une certaine rumeur, quelconque, hein, quelle qu'elle soit. La perspective avec les studios surpuissants, avec Disney et ses grosses mains dégueulasses, qui abandonnent les cinémas hexagonaux au profit de leur plateforme maison, hein, donc Disney+, vous en parliez tout à l'heure avec Prey et puis Hellraiser qui va sortir. Celle-ci n'a d'autre but en fait que de permettre à l'entreprise que de se passer des salles et on ne peut pas feindre l'étonnement. Donc ça, c'est clair. Et un petit rappel important, c'est notre cinéma français et européen, il est très dépendant de la chronologie des médias. Chronologie des médias. C'est dur à dire. C'est compliqué à dire. Alors, pour ceux qui auraient oublié un peu ce qu'est la chronologie des médias, c'est un mécanisme qui est purement français, mais même européen, si je ne dis pas de bêtises. Hein, ça finance aussi une partie du cinéma européen. Une partie, ok. Donc c'est un mécanisme qui organise la diffusion des films après leur exploitation en salle. Donc il y a plusieurs supports, donc la sortie en DVD, Blu-ray, la sortie sur des chaînes payantes telles que Canal+, la vidéo à la demande, la télévision et les services de vidéo à la demande. Donc ça c'est plus Amazon, Netflix. Voilà. Ça se succède au fil des mois en fonction de certaines règles particulières, comme le niveau de financement ou de production ou le nombre d'entrées en salle. Autrement dit,
les chaînes et les plateformes qui apportent des fonds pour la création occupent en principe une meilleure place dans cette chronologie des médias, c'est-à-dire une place qui est à peine espacée de quelques mois après la projection au cinéma, et au lieu de devoir attendre une période très longue qui peut se compter en années. Voilà. Donc c'est pas rare que dans ce système-là, par exemple, Canal+ avait une fenêtre de tir de 8 mois après la diffusion en salle, étant donné que Canal+ était un des plus gros contributeurs et l'est toujours du cinéma français. C'est ça. Voilà, donc bénéficier en avance par rapport à France 2, France Télévisions, TF1, qui est les chaînes gratuites, qui sont les derniers servis. Donc la vente et location, elle, n'a pas changé. La chronologie a quelque peu changé il y a un certain temps. On est toujours sur 4 mois après la sortie en salle, à la vente et à la location, DVD, VOD, Blu-ray. Quoique, moi, j'ai dans mon souvenir que quand j'étais gamin, c'était peut-être un peu plus long que ça, même, je crois. C'était 6 mois avant. Mais il y a très très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Canal+ bénéficie de la diffusion des films 6 mois au lieu de 8 mois anciennement. Donc là, il y a 2 mois, c'est pas non plus quelque chose d'exorbitant. Et je trouve que pour Canal, c'est normal. Là-dessus, ils ont trop contributeurs, donc ça, voilà, exactement. Donc c'est pas me remettre en péril. Par contre, là où ça commence à être un peu plus délicat, c'est que Netflix, les plateformes de streaming, dont Netflix, Amazon Prime et Disney+, auparavant, c'était 36 mois après la diffusion en salle. Aujourd'hui, on est passé à 15 mois sur Netflix et 17 mois sur Amazon Prime et Disney+. Donc attention, quand je parle d'Amazon Prime, là, c'est par exemple, là, vous avez Top Gun Maverick qui est disponible, mais en vidéo à la demande, donc vous achetez sur Amazon Prime et pas en c'est de la location sur Amazon. Voilà, c'est ça. Exactement. Et ensuite, donc 17 mois et par contre, dans la logique des choses, quand c'était 30 mois pour lancer une chronologie sur les chaînes gratuites, on est redescendu à 22 mois sur TF1, France 2, M6 et la TNT. Voilà. Donc ça. Là, c'est la nouvelle chronologie des médias. C'est la nouvelle chronologie des médias. Et Disney, en fait, souhaite revoir cette chronologie pour assouvir son monopole. Et les discussions reprennent apparemment le 4 octobre de cette année entre Disney et les différents diffuseurs. Et je comprends que les autres boîtes ne veulent pas laisser Disney salir cette chronologie. À noter donc que, en fait, pourquoi il y a une réunion le 4 octobre, en fait, c'est que Disney a menacé en tout cas les cinémas français, de sortir Black Panther 2 directement sur Disney+, au lieu des salles de cinéma, alors que sur le prix du billet, effectivement, on rappelle que une partie du cinéma français et européen est financée grâce à cette chronologie des médias. Tout à fait. Tu vois, ça, c'est le problème de quoi? Alors, j'allais dire, c'est le problème des monopoles. Disney n'est pas en position de monopole, mais en tout cas, il a un énorme poids, notamment depuis le rachat de la Fox, sur le marché. Et c'est le côté, maintenant, je fais jouer de mon poids, du coup. Alors, ça a toujours été comme ça dans plein de marchés, mais là, c'est d'autant plus, en l'occurrence, et puis, un peu révoltant, c'est le côté, maintenant, on n'a pas presque les pleins pouvoirs, on fait ce qu'on veut, et c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Ce côté chantage, c'est insupportable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une très mauvaise chose, entre autres, pas pour la seule raison, mais que Disney rachète la Fox, parce que ça aurait évité ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'en manière générale, de toute façon, moi j'ai beaucoup de mal avec Disney. De toute façon, maintenant, je dis souvent, je boycotte un peu leurs trucs. Je vais plus voir les Marvel, machin, parce que ça m'agace. Entre la qualité très discutable de leur création et puis là leur façon de faire à plein de niveaux, moi je peux plus avec ces mecs-là. Donc c'est pour ça qu'il faut évidemment aller contre ça, faire le maximum. Et moi, le seul truc que je trouve normal, comme tu l'as dit, Gino, c'est Canal+, qui est un gros du coup qui participe beaucoup en tout cas à la création. Et puis pourtant je les aime pas trop non plus. Et un degré moins, je vais quand même saluer un petit peu Netflix, qui est aussi à son niveau. Tout à fait. Il faut le noter. Il faut le noter, c'est bien. Il faut savoir le dire. Parce que on sait dire quand c'est mal, il faut aussi dire quand c'est plutôt bien. Donc voilà, donc Netflix dans une moindre mesure. Mais Disney, là, il manque plus qu'ils payent leurs impôts et Netflix, on est pas mal. Ouais, exactement. Oui, c'est ça, c'est bien dit. Exactement. Ouais. Même Amazon Prime, dans l'idée aussi, semble respecter plus ou moins... Alors, oui, pas les impôts, payent, mais les impôts, le financement. On est d'accord. Je précise parce qu'il y a quand même une part d'hypocrisie derrière, mais voilà. C'est vrai que comment Amazon contribue aussi, mine de rien, au cinéma, en tout cas à la création de cinéma en France et en Europe. Après, c'est vrai que comment la problématique de ça, en fait, c'est que là, on parlait de monopole tout à l'heure avec Meus, mais c'est exactement ça, en fait. C'est qu'ils essayent d'avoir, en fait, de pouvoir, entre guillemets, avoir toutes les cartes en main. En faisant ça, Disney, en fait, ils n'ont rien à foutre du cinéma français. Eux, ils veulent juste nous refourguer leurs produits. Ça va pas plus loin que ça, en fait. C'est ça. Et ça tombe bien qu'ils montrent un peu leur vrai visage, même avec Black Panther 2, en disant, mais nous, on n'en a rien à foutre, en fait, du cinéma français. On va le sortir sur Disney+. Vous vous démerdez. Votre chronologie du média nous emmerde. Mais en fait, en gros, ils veulent pas contribuer, quoi. C'est tout.
Et ça pose un autre problème, c'est qu'en faisant ça et en étant autour de la table le 4 octobre, s'ils arrivent à faire pression, moi ce que j'ai peur, c'est que justement notre cinéma, qu'il soit français ou européen, peu importe, du coup, soit standardisé Disney et non pas... en fait, on a la chance, nous en France, d'avoir un cinéma, comment on dit déjà, avec énormément de genres, avec énormément de... Cinéma éclectique. Voilà, exactement, Ouais. je cherchais le mot. C'est ça. On a cette chance-là, nous, en Europe, contrairement aux États-Unis où Ouais. ils sont abreuvés de Disney. Hein. Quand on sait qu'une production sur 4, c'est Disney, ça fait peur, quelque part. C'est vrai. Donc voilà. Donc, C'est pas faux. ouais, donc c'est pour ça, donc ça va pas être facile, mais bon, est-ce que les pouvoirs publics, on va dire ça met un peu les couilles de résister, de faire le drone, de pas leur manger dans la main, ou est-ce qu'ils vont céder parce que, je sais pas, au niveau, encore une fois, c'est toujours pas les financiers, vont réussir avec leur chantage à les faire plier, on va voir. Moi, il faut qu'ils tiennent pour moi, hein, parce que justement, le problème, c'est que là, s'ils ouvrent la boîte de Pandore, s'ils les laissent faire, derrière, il y en a d'autres qui vont vouloir, on parlait d'Amazon, Netflix, ils vont dire, du coup, vous faites pour nous aussi, vous nous faites des fleurs, ça va être, tout le monde va poser de son poids pour, faire du chantage, et non, il y a un moment, on met des règles, comme vous l'avez dit, la diversité de ça, là, il y a un financement qui est comme ça, nous, on a notre fonctionnement au niveau de la culture, je pense que on peut retrouver des critiques, hein, comme on dit, mais Ouais. globalement, il permet d'avoir un certain éclectisme, et c'est important, comme disaient les inconnus, c'est important, Exactement. Si on me paye le voyage. Non, et puis ce qu'il y a là-dessus, ça se trouve, ça va être. Ils font pression pour obtenir une négociation et faire descendre les 17 mois à, je sais pas, à 12 mois, un truc comme ça. C'est ça. C'est dangereux dans le sens où c'est vrai que je trouve dans ce cas-là, c'est aller contre l'industrie du disque et c'est pas les aider, quoi. Donc, Il y a aussi, là-dessus, je crois que, alors je me suis pas penché sur le sujet, mais certains pays ont abandonné cette chronologie des médias, comme l'Italie. Il me semble que l'Italie l'avait. Et c'est une catastrophe. Le cinéma italien s'effondre. Tu vois, c'est possible. Alors je sais Ça plus me si parle, c'est ouais. l'Italie, hein. J'ai un petit doute là Oui. pour le coup. Mais il y a un Oui, des ça. pays européens qui a abandonné cette chronologie des médias et c'est Aussi, l'Italie. une catastrophe. et pourtant, il faut bien qu'on puisse signaler quand même à nos auditeurs quand même que l'Italie, la Cinecittà, est quand même un des pionniers du cinéma européen quand même et marqueur Il y a de très hors grands films d'époque, italiens. notamment les effectivement. films d'horreur. Certains films d'horreur ont été réalisés par des grosses productions italiennes, des Cinéma Peplum, Paradiso Exactement. Donc, je crois que l'un des films les plus polémiques de l'histoire, Cannibal Holocaust, est l'œuvre d'un réalisateur italien. Ouais. Exact. Et n'oublions pas aussi les réalisateurs comme Dario Argento. Ouais, les films de Roberto Benigni aussi, tu vois. par Roberto exemple, Benigni, ça, comment il s'appelle? J'ai oublié. Il est connu. Ah, putain, c'est un plus connu des réalisateurs. Giovanni Panzani. Enrico Morricone. Ennio Morricone, Exactement. Sergio Leone. Voilà. Là, il y a eu des grands cinéastes italiens. Mais c'est vrai qu'en France, le problème, c'est que les gens, en tout cas les spectateurs, pensent cinéma français, pensent comédie lourdingue française. En fait, il y a beaucoup plus de films français avec énormément de genres qui sont excellents. Faut juste tout aller à les fait. voir. Il n'y a pas que des merdes en cinéma français. Non, et puis même Avec on les comédies finance, bien grasses on finance de la aussi un Gaumont, certain cinéma anglais qui est excellent aussi. Voilà, faut pas l'oublier. Ah, tout à fait. On va passer à la prochaine news où on va parler de cinéma américain. Donc un cinéma différent de Marvel, puisqu'on va parler de Steven Spielberg, qui dévoile son dernier film, en tout cas, par une bande-annonce. Alors que le mois de septembre 2022 n'est pas encore terminé, la liste des films prometteurs de 2023 ne cesse de s'allonger. Entre le prochain film, réalisé par l'inégal mais passionnant Monsieur Night Shyamalan, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, le retour de Darren Aronofsky, qu'on va parler tout à l'heure, The Whale, et le très attendu nouveau long-métrage réalisé par Christopher Nolan, Oppenheimer, les noms les plus excitants du cinéma contemporain préparent leur nouvelle cartouche. Eh bien, le film s'appelle Fablesman. Ce film n'est pas la façon, en tout cas, de Steven Spielberg de dire qu'il reprend sa retraite, mais que c'est son chant de cygne. Ne croyez rien de tout cela. Une belle et douce nouvelle pour les amoureux du cinéaste qui continue aujourd'hui à nous livrer des grands et beaux films comme Pentagon Pepper, Ready Player One, ça je suis un peu moins d'accord, mais bon, et son remake de West Side Story. Notez alors dans vos agendas, The Fabelman sortira dans les salles de cinéma françaises le 25 janvier 2023. Alors messieurs,
qu'est-ce que vous pensez de cette bande-annonce? Gino, je vous en prie. Ouais, non, je disais juste avant, quand tu étais Ready Player One, je te voyais faire la moue, Mus, mais moi j'ai bien aimé, même si c'est très fan service, hein, on est d'accord là-dessus, hein, c'est pop culture, pop référence à mort, voilà, c'est C'est clair. pas Mais ça le problème de Ready Player One. Ça. Après, c'est quoi? Ah bah c'est le quoi le scénario, ça n'a aucun sens. Oui, bah, évidemment, mais c'est un jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo qui n'ont aucun sens, qui n'ont ni queue ni tête. Et ça, si tu veux, ça m'a pas gêné plus que ça. Alors si, Mais- je peux te détruire le film si tu veux. Ah, mais- En une anecdote. Ouais, bien sûr. Imagine, tu joues un jeu en ligne, d'accord? Ouais. Tu joues avec des gens dans un jeu en ligne du monde, dans le monde, hein, d'accord? Eh bien, ils sont Oui. dans le film tous voisins. Ça tombe bien, dis donc. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Et, Tu veux- et tu les fais- gens tombent sur les héros comme par hasard à chaque fois au bon moment. Moi, Oui, ça me c'est gêne, vrai. perso. Ça, Mais c'est bon. vrai. Ça là-dessus, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est pas le problème de la pop c'est, culture, ça, on s'en fout. C'est un truc facile ou quoi que ce soit. Ça, là-dessus, j'en conviens. Après, pour généraliser, comment Ah oui, j'ai oublié que l'héroïne a une tache de naissance, elle se croit moche. C'est une bombasse, la meuf. Hein. Je comprends pas. Ouais, bon, ça, oublions, c'est anecdotique. D'accord. Mais enfin, bref. Mais je peux continuer, hein, si tu veux. Je disais que Ready Player One, si tu veux, c'était un bon moment que j'ai passé au cinéma. C'était un film que j'ai été voir comme ça. Je me suis dit, c'est pas le meilleur film de l'année, on est d'accord, mais ça passe. Voilà. C'est pas le meilleur film de l'année, selon tes critères à toi, j'en conviens. Mais moi, je l'ai vu. Voilà. Et non, mais. Mais je veux dire Spielberg- du bien après, hein, t'inquiète. Oui, est-ce que tu peux me laisser finir? Non, Spielberg, si tu veux, moi, c'est un réalisateur que j'adore. Voilà, ça fait partie des classiques. Qui aime le cinéma aime Spielberg. Voilà, il y a des films il y a du bon et du moins bon. Forcez-vous à regarder, par exemple, l'excellent Liste de Schindler, si vous n'avez pas vu. Les Dents de la Mer, c'est du classique de chez classique. Vous voulez quelque chose de plus léger? Allez, prenez Indiana Jones. Allez voir Jurassic Park, c'est magnifique. C'est un peu plus léger en niveau thématique que la Liste de Schindler, c'est clair. Mais vous voulez vous prendre la tête, allez voir Le Pont des Espions, par exemple. Ça, c'est un film un peu plus Munich. lent en termes de rythme. Oui. Munich aussi, oui, exactement, tu as tout à fait raison. Minority Report, très bien. Minority Report, excellent. Voilà, tu vois, on en a cité plein. Et j'ai eu la chance de voir le premier aussi, son premier long Duel. métrage, Duel. Mm. L'histoire tient sur un post-it, mais c'est génial. Voilà, D'ailleurs, ce mec est... petite anecdote pour Duel. À la fin, quand il y a le camion qui tombe dans un ravin, c'est le même bruit que le requin quand il meurt dans les dents de la mer. D'accord, j'avais C'est même pas vrai. fait gaffe. Ouais, exact. Mais j'ai vu qu'une fois Duel, donc le bruit, si tu veux, c'est vrai que j'ai pas ça en mémoire. Mais Duel, c'était hyper bien réalisé pour un premier film, quoi. Un concept tout simple, une course-poursuite, voilà. Un taré en camion. Donc, avec le côté suggestion qu'il a repris pour Les Dents de la Mer avec le requin qu'on ne voit qu'en fin de film. Et là, c'est la même chose avec le camion. Non, franchement, là-dessus, nickel. Et pour parler du film qui va sortir, The Fabelmans, on est sur un film d'époque. Alors, il avait fait un peu ce genre de choses avec Arrête-moi si tu peux, Attrape-moi si tu peux. Je sais plus comment Arrête-moi c'est si tu peux. Arrête-moi. Arrête-moi si tu peux. Bah, maîtrise des costumes comme ça, donc oui, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est pas un peu autosuçage pour lui, quoi? Voilà, c'est se glorifier un peu sur son parcours. Après, il est génial son parcours, il y a pas à dire. bien sûr. C'est lui qui le réalise, en plus, c'est ça. Il réalise un film sur sa propre vie, sa propre vision de comment lui il a perçu les cinéma. obstacles qu'on a pu lui mettre en face de lui, alors qu'il a une caméra quand même vidéo tout jeune. Ouais, il n'a pas l'air d'avoir eu une enfance malheureuse, ce petit jeune homme. Donc, Du tout. écoute, si c'est pour rendre hommage à sa famille, très bien, pas de problème. Mais moi, pour la carrière de Spielberg, j'ai vu un reportage qui dure plus de 3 heures sur OCS qui s'appelait Spielberg, tout simplement, un film documentaire sur lui, et c'était tout aussi bon. Mais par contre, le film peut être curieux, je regarderai ça quand il passerait sur les plateformes, voilà. Mais j'irai pas au cinéma voir The Fabelman. Ah, c'est grand spectacle à mon goût, pour moi, Spielberg, c'est grand spectacle. Ça s'entend. Et toi, Meuf, t'en as pensé quoi? Bah, après, je suis un peu comme Gino, c'est-à-dire, bon, idée originale, on va dire, qui mieux que Spielberg peut parler d'un film qui s'inspire de Spielberg, voilà, en soi, mais bon. Ah, ok, ça me va. Est-ce qu'il a le recul nécessaire, tu vois ce que je veux dire,
sur lui-même, tu vois, pour voilà certaines choses quelque part. Est-ce que c'est, tu vois, tu peux pas, c'est dur d'avoir une objectivité sur soi-même aussi, tu vois. Donc il y a aussi ce côté-là, tu vois, donc où je suis un brin sceptique, comme tu dis, t'as dit autosuffisage. Tu seras forcément subjectif, voilà. tu seras subjectif sur un sujet qui est toi-même, quoi. Voilà, il y a ce côté-là où voilà, je demande à voir. Donc, mais pourquoi pas? Parce que si bien évidemment après, tu vas parler de sa filmographie, je vais pas la refaire. Super, enfin un des plus grands cinéastes du XXe siècle là, et du XXIe en l'occurrence. Là, voilà, rien à redire sur sa filmographie. Quasiment tous ses films, je trouve, sont bons. Alors il y a peut-être des moins bons, des moyens. On peut trouver des défauts à certains comme à Ready Player One, mais de manière générale, tu sais que t'as de la qualité, t'as pas de boost non plus intersidéral. Donc pourquoi pas, tu vois? Mais quelque part, on peut assimiler ça à presque, c'est un dérivé, hein, bien sûr, mais j'allais dire un biopic qui n'est pas mon genre de prédilection. Donc, moi, je suis comme Gino là-dessus, j'ai dit, sur deux tentatives, je dis pourquoi pas, hein, je reste ouvert à l'idée, je me dis voilà, mais je vais pas le voir au cinéma pour autant, parce que pareil, pour moi, si je vois un Spielberg, je veux que ça dépote un petit peu, quoi, c'est l'idée aussi, quoi, donc voilà. Donc, pas fermer à l'idée de le regarder un jour si je tombe dessus par curiosité intellectuelle, mais voilà, pas plus emballé que ça, pas hypé davantage. Alors, du coup, c'est un film qui va sortir au 25 janvier, donc on imagine que c'est un film à Oscar, déjà, pour commencer. Ouais, Ouais, bien vu. En général, quand c'est ces périodes-là, bon voilà. J'ai eu des retours du film, puisqu'il a été diffusé à la Nostra de Venise, Ouais. et il a eu une standing innovation pour ce film. Notamment Darren Aronofsky, qui a salué le gros travail qu'il y avait derrière. Il fait partie de sa trilogie Testament, j'appelle ça. Il a commencé avec Ready Player One, on l'a cité tout à l'heure. Donc Ready Player One, c'était un hommage à son ami disparu qui était Stanley Kubrick, un de ses meilleurs amis du cinéma en fait. Hein, avec justement, il a profité de ce film-là pour voilà faire un hommage à Shining notamment. Le deuxième film de cette trilogie, c'était West Side Story, donc c'est-à-dire de faire un remake de son film préféré des années 60, qui a d'ailleurs, il a beaucoup réussi ce remake, il est excellent. Enfin, si un jour vous avez, enfin niveau mise en scène, c'est incroyable. Bref, après faut aimer les comédies musicales certes, mais en termes de mise en scène, c'est une claque. Et enfin, donc Fablesman, qui va tout simplement rendre hommage d'une part à ses parents qui lui ont donné le goût du cinéma, mais aussi son amour pour le cinéma. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément parler que de lui. Il y a une part d'ego. Hein. C'est comme Ready Player One avec les références à ses productions et à ses films. C'est aussi de l'autosuçage quelque part. Donc c'est pas une nouvelle chez Steven Spielberg. Mais de parler de son enfance, de ce petit enfant qui a toujours eu peur en fait, hein, finalement. Et c'est grâce à cette peur en fait qu'il a pu réaliser Jurassic Park, Les Dents de la Mer, pour les mettre en scène. De se servir de tout ça, de toutes ces émotions pour créer une image et surtout faire plaisir au public de ce qu'il a réalisé. Parce qu'il va faire beaucoup de petits films quand il est jeune, et sa satisfaction, c'est dans la salle de cinéma quand les gens découvrent son œuvre. Donc je pense qu'il va mettre ça en œuvre. Moi, personnellement, j'irai le voir au cinéma et je suis vraiment impatient de le voir, pour le coup. De voir justement qu'est-ce qui l'a motivé à arriver sur les plateaux de cinéma. Enfin bref. Ouais, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un film testament, comme Ready Player One, comme West Side Story, je pense. Donc j'ai envie de voir la finalité de cette trilogie. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, en fait, finalement, à travers le cinéma. Donc là, il le fait, mais je pense que ce sera son dernier film testament, entre guillemets. Je pense. Okay. Parce que là, c'est l'aboutissement de, quelque part, comme l'a dit Meus, hein, d'un biopic sur lui-même. Donc voilà, c'est très difficile à faire, hein, en tant que réalisateur, de mettre en scène sa vie, enfin, de son passé. Prochaine news, donc c'est Gino, hein. Je sais que cette licence te tient à cœur, mais apparemment, Gran Turismo va être adapté au cinéma. Eh ben écoute, c'est vrai que tu me l'apprenais, mais en voyant ceci, quoi, c'est vrai que quand je vois les adaptations de jeux vidéo au cinéma en 2022, ça fonctionne bien. On va dire ça comme ça. Bon, si le box-office domestique du film Uncharted n'a pas non plus cassé la baraque avec 148 millions de dollars de recettes sur un budget de 120 millions, le long métrage a tout de même réussi à récolter 400 millions de recettes dans le monde. Donc bon, ok, c'est un succès plutôt mitigé, mais c'est pas déficitaire, on va dire ça comme ça. Le long métrage continue gentiment de façon que de se dévoiler, puisque c'est le Hollywood Reporter qui annonce qu'Orlando Bloom et Archie Madekwe allaient rejoindre le casting de Gran Turismo.
C'est ça. Orlando Bloom interprétera un responsable marketing déterminé qui travaille dans le monde de la course motorisée. En face de lui, Archie Madekwe campera le héros du film, un joueur de Gran Turismo qui, grâce à ses compétences, va devenir un véritable coureur automobile. Au côté des deux comédiens, rappelons que David Harbour jouera un ancien pilote qui va apprendre au protagoniste à conduire une voiture. Pour rappel, c'est Neil Blomkamp, donc qui a réalisé District 9 et Elysium, qui réalisera Gran Turismo. Côté écriture, Jason Hall, donc d'American Sniper, et Zach Bailin de King Richard se chargeront du scénario, adapté d'une histoire vraie. Le tournage de Gran Turismo devrait débuter la semaine prochaine en Europe, et ce n'est que le 9 août 2023 que l'on pourra découvrir le film dans nos salles de cinéma français. Bon, sacré news, hein. Ouais, c'est assez mitigé, parce que honnêtement, c'est toi qui m'a appris qu'il allait y avoir un film sur Gran Turismo. Je l'ai appris il y a pas longtemps aussi. J'étais loin d'imaginer qu'on fasse un film juste pour utiliser le nom de la licence Gran Turismo. Voilà, donc pour les personnes qui ne joueraient pas aux jeux vidéo, Gran Turismo, c'est juste un simulateur de course. Voilà, vous apprenez à conduire des bagnoles de toute génération. Ça peut aller de la 2 chevaux de chez Citroën à des prototypes de chez Mercedes, ce que vous voulez, de Pagani, des Bugatti Veyron. Vous devez passer des permis de conduire que vous vous faites chier à avoir parce que c'est tellement dur comme jeu. Mais par contre, quand vous aimez les vraies sensations de conduite, c'est le jeu référence sur console de salon. Ça, pour ceux qui ont déjà un peu joué à Gran Turismo, ils peuvent témoigner de la difficulté de s'approprier ce genre de titre. Ça peut être personnalisable à souhait, on peut avoir les sensations à mort. Alors c'est encore pire quand vous jouez avec un vrai volant ou ce genre de choses à ce genre de jeu. Et c'est pour ça que j'ai été étonné de me dire on va faire un film qui va s'appeler Gran Turismo. Je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être? On va voir un mec qui va apprendre. Au final, quand je vois la ligne directrice, pourquoi pas un responsable marketing, donc peut-être qu'il va dire on va prendre la ligne plutôt du e-sport, peut-être que tu vois, et que ça pourrait être ce qui est possible. Ça pourrait être ça, quoi, parce que Archie Madekwe, comme le héros du film, un joueur de Gran Turismo, ça, si tu veux, ça existait en vrai, c'est un peu la GT Academy. Ça s'appelait la Gran Turismo Academy, où les meilleurs joueurs de Gran Turismo étaient ensuite invités sur des simulateurs et les meilleurs après participaient à de véritables championnats en plus du e-sport mais sur route avec des vrais prototypes financés par les plus grands constructeurs et c'est des mecs qui sont devenus des véritables pilotes de course automobile. Donc j'espère qu'on va prendre cette trajectoire-là, voir le jeune qui joue à Gran Turismo dans sa chambre et qui s'avère être excellent. On a un pote qu'on connaît en commun à la colère qui est un excellent joueur de Gran Turismo qui aurait pu faire ce genre de choses. Notamment, je pense à lui, il aurait eu le talent. Il avait été 3e France à une époque sur Gran Turismo 3. 3e ou 4e, ouais, va être très fort sur ce jeu. Donc, typiquement, j'espère que c'est la direction qu'on va prendre, c'est-à-dire de montrer que le jeu vidéo peut aussi, pourquoi pas, être un vecteur de réussite pour une passation directe d'un rêve virtuel à la réalité du circuit automobile. Pourquoi pas? Je trouve que c'est le meilleur exemple qui peut être fait. Il faut qu'ils prennent cette direction, sinon ça s'appelle Le Mans 66. Exactement, c'est exactement ça. C'est pas mal. Ouais. Par contre, est-ce qu'on aura exactement la même, comment dire, je doute qu'on puisse avoir le brio, la beauté de réalisation du film. C'est James Mangold qui a réalisé. James Mangold, c'est ça. Pour Le Mans 66. Et là, c'est Neil Blomkamp qui. C'était génial. Mais moi, je ne vois que cette direction-là pour un scénario crédible et qui aurait de l'intérêt. Ou en tout cas, ouais, intéresse. Et toi, moi, je comprends pas ce projet. J'ai l'impression de voir du Camoulox en fait. Je comprends pas pourquoi, d'où ça sort. Enfin, si, je comprends les marketeurs. C'est capitaliser sur l'image du jeu Gran Turismo auprès du grand public. Mais après, et puis, là où je dis que c'est du Camoulox, c'est moi, je vois ça comme un truc. Je me dis, ça va être un nanar intersidéral. Et paradoxalement, je vois le casting, je vois la réal. Et je me dis, mais c'est pas tout. Je me dis, enfin. Il y a moyen d'avoir quelque chose quand même de bien, mais c'est pas la direction. Comme on vient de le dire, c'est pas la direction que ça va prendre. Mais moi, tu me parles de ça de prime abord, je me dis ça va être une grosse merde. Les adaptations de jeux vidéo de manière générale, c'est souvent pas fameux, encore une fois. Et en même temps, je me dis, vu l'équipe aux commandes entre guillemets, en fait, on n'est pas à l'abri d'avoir finalement un bon truc, mais c'est improbable. Quoi. Je trouve ça improbable l'idée de base. Quoi. Donc à voir, écoute, surtout que le jeu, moi comme vous, sûrement j'ai pas joué au dernier pour être moi j'avais joué au 1 et au 2 à l'époque sur PlayStation 1, donc ça. Mais voilà, mais
les jeux J'ai joué au autant, 3, moi, mais je me suis Ah arrêté ouais au 3. Ouais, j'ai joué au 1, au 2, au 3, au 4. Le 5, c'était une merde. Le 6, je l'ai pas eu, puis là, je suis au 7. Car un film, je comprends pas. Bah, je comprends, mais par Moi non contre, je plus. suis curieux de voir ce que ça peut donner. Je suis vraiment curieux. Alors là, je demande qu'à voir. Donc écoute, why not? Faut voir après avec une vraie bande-annonce, avec tout ce qui va, et puis ouais, mais bon. Parce que il y avait aussi Ouais. le Need for Speed qui avait été fait. Pas la Oui, même chose, mais... je l'ai vu, Et alors c'était nul. C'est voilà. nul. Parce que Need for Speed, c'est un jeu beaucoup plus orienté action. Oui, tu oui, sais ce qui va c'était se pas d'un passer, quoi. simulateur. C'est comment on est sur un truc bourrin un peu entre Fast and Furious et braquage à l'italienne, tu veux, quoi. C'est ça. Donc c'est du vu et revu. Alors que, mais honnêtement, c'est vrai que ce que tu dis, moi je suis d'accord avec toi, ça a tout pour être un nanar et ça est entacher, salir une licence de jeu que j'adore par-dessus tout. Mais en revanche, si par contre c'est bien écrit ou pas, le fait, si on retient cette piste que je te dis que on prend un mec qui est bon, on part sur le principe que ce qu'a créé vraiment Polyphony Digital et Sony, hein, c'est développé par Sony, Polyphony Digital, d'avoir permis de passer comment dire, du rêve, du virtuel au réel avec la GT Academy, ça existe vraiment, ça existe encore et ça a révélé encore des jeunes talents qui font aujourd'hui soit du supercar, du WRC, enfin peut-être pas du WRC, mais qui sont des vrais pilotes de course si tu veux. Et qui ont été formés, il y voilà. a des gens en jeux vidéo, notamment, on appelle ça le e-sport, comme disait Gino. Pour le e-sport. Parfois, c'est très impressionnant. Et ça a tellement pris d'ampleur que, justement, l'un des parrains de ces académies, aujourd'hui, n'est autre que le non-nuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton. Ça donne une référence quand même. Donc, c'est porteur d'espoir. C'est là-dessus... je pense que c'est la seule trajectoire qui est intéressante pour ne pas salir comment dire, j'ai envie de dire la licence. Par contre, là où je serais déçu, où ça peut être marrant, mais trop fan service à mon goût et trop élitiste pour les joueurs, ce serait qu'ils se permettent le luxe de dire vas-y, on va intégrer des circuits qui sont propres à Gran Turismo, qui n'existent pas dans le réel en fait. Tu vois, notamment je pense à X-Ring, qui est un circuit classique de Gran Turismo qui n'existe pas dans le réel. Autant vous contenter des réels. Gran Turismo a fait le choix aussi de sortir de mettre des circuits qui n'existent pas, mais également de faire appel à des circuits réels de la vraie vie dans leur jeu. Concentrez-vous sur les circuits de la vraie vie. Voilà. Je vais te dire, c'est ça qui peut être intéressant. Mais, moi je suis comme ça. Moi, je comprends pas trop le projet. Par contre, effectivement, par le prisme du e-sport, ça peut être intéressant si c'est bien amené. Si c'est bien traité. Sans que ce soit, comme tu le signalais très justement, Gauthier, il ne faut pas que ce soit un pâle plagiat ou Le Mans 66, mais Le Mans 66 c'était une histoire vraie derrière. C'est ça qui est un peu gênant parce que s'il n'y avait pas ça, Gran Turismo pouvait partir là-dessus et on aurait été totalement presque pas novateur, mais un scénario intéressant. Mais t'es presque obligé de faire ça parce que l'histoire de Le Mans 66, Shelby était convaincu que je sais plus comment il est le nom du pilote. J'ai perdu aussi. Interprété par Christian Bale, il savait que c'était Ken Miles, c'était un putain de pilote. Il en était convaincu, donc il a tout fait. C'est lui qui l'a fait pour les enjeux de la GT Academy, dans ce que je dirais, reviendraient aux mêmes enjeux que pour Ford de s'inscrire en Grand Prix d'endurance pour battre Ferrari, pour gagner des parts de marché. Là, on est peut-être sur autre chose. Il faut avoir un leitmotiv un peu différent. Après, Neil Blomkamp, je sais pas, il aurait peut-être pu faire cette putain de suite à District 9, par exemple. Mais carrément, oui, ça aurait été bien. Le choix du réalisateur, on peut en parler aussi, je comprends pas. Il fait tellement de projets on nous a dit qui c'est qui a décidé de lancer ce projet. C'est Sony, peut-être Sony sûrement, Pictures, parce qui l'a peut-être en ce moment, ils aiment commandé. bien faire ça. C'est un petit peu spécial quand même, parce qu'ils l'ont fait avec Uncharted, pourquoi pas avec Gran Turismo, effectivement. Parce que c'est leur exclusivité aussi, Uncharted. C'est leur exclu. Oui, c'est ça leur appartient aussi. Ouais, comme Gran Turismo, Et on va passer à autre chose. Mais c'est vrai que, Gran Turismo, je comprends pas trop le projet pour il y a de quoi être circonspect, par exemple, parce que là, je sais pas, tu dis adaptation de jeux vidéo, tu te dis pas Gran Turismo, quoi. Ni Tetris, pourtant ils le font. Oui, c'est vrai. Ni Barbie, et pourtant ils le font. Ouais. Ça, c'est... Ni FIFA.
En tout cas, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, Mus, je sais que tu as été très triste cet été concernant l'annulation d'un film que tu attendais, comme Le Messie. On parle bien sûr de l'annulation de Batgirl, et qui fait encore parler, puisque apparemment l'annulation de Batgirl a été exagérée pour rien, selon le boss de Warner. Ouais, moi, ça, j'ai été effondré en apprenant la nouvelle. Hein, vraiment, ça m'a. Je n'ai pas dormi la nuit. Je veux dire, c'est vrai que c'est quand même. Voilà. J'attendais ça depuis des années. Et là, de voir sa frustration ultime. Ouais, non, c'est vrai que, comme tu disais, dans la très longue série des problèmes de DC Warner, hein, on ne les compte plus. On a l'annulation pure et simple du film Batgirl. Du coup, de toute façon, si je ne dis pas de bêtises, Batgirl, c'est dépris par Josh Whedon, hein, jadis. Hein, c'est ça, du coup. Et c'est ça, il a quitté le projet. Ou je sais pas, il y a eu un différent créatif. Je crois. Ouais, enfin, ça, c'est toujours ça qui existe pour. Quand tu remercies quelqu'un. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai que. Et donc, ouais, c'était. Parce que sur les dire, donc, il y avait une pelletée de projets annoncés. Donc, il y avait eu un Gotham City Sirens, ça. Ouais. Cyborg, Deadshot, Static Shock, Nightwing. Enfin, il y avait en fait tous les personnages qu'ils ont de l'univers Batman, hein, presque. C'est ça. C'est un peu fou, c'est ça, quoi. Deathstroke, Lobo, Booster Gold, non, ça, pardon, que je ne connais absolument pas. New Gods, pardon. Donc ça, je connais un petit peu. Ouais, donc, il y a eu, oui, comme tu disais, le chaos sur Justice League. Mais la décision d'être à la poubelle un film, quasi fini et inédit, parce que c'est vrai qu'on le lit pas, mais c'était, vraiment, moi, je me rappelle, à l'époque, Josh Whedon qui avait fini son scénarisé, donc qui a été viré pour différents créatifs. Mais ouais, c'est vrai que c'était vraiment bien avancé là en tout cas, et que ce soit jeté à la poubelle, c'est quand même assez fou. Donc Batgirl en fait c'était en post-production et ça avait coûté 90 millions de dollars à peu près. Hein. Ouais, c'était à peu près ça. Autant que Bird of Prey, effectivement. Ouais. Donc puis 90 millions de dollars quand même quand tu comptes les reshoots en y repensant la Snyder Cut, enfin qui a aussi coûté un bon paquet de blé, enfin voilà. Ouais. Okay, et donc du ça coup oui. Donc ils expliquent que l'affaire Batgirl le monsieur de chez Warner explique que l'affaire Batgirl ne méritait pas tant d'attention et que la situation a été montée en sauce par les médias. Donc il a dit, pour moi, ça a été un peu exagéré en termes d'attention. Le sujet, c'est que pour ce qui est d'aller de l'avant, on dépense plus pour les contenus que jamais auparavant dans l'histoire de ces deux sociétés. On continue à faire des investissements conséquents, on va les faire différemment. Les médias aiment parler des médias, j'imagine. Je ne pense pas que ce soit inhabituel. Nous sommes une industrie créative et l'un des aspects de la créativité, c'est qu'il y a des points de vue et des décisions sur le potentiel de certaines choses. Clairement, ça demande beaucoup de courage de changer de cap, de faire rapidement des changements parce qu'on n'était pas d'accord avec la direction prise par Warner Media. Bon, ça va évidemment. Donc, néanmoins, Gunnar Wayne fait tes souhaits. Assure que l'univers d'ici ne sera pas rebooté à l'écran ou en coulisses. Il s'agit seulement d'amener une nouvelle équipe pour donner une vision à tout ce petit monde. Le studio cherche toujours une nouvelle tête pensante, sachant que Dan Lin, en pole position, a finalement décliné. Bah, tu m'étonnes, le mec a dû sentir le bouclier. Il n'y avait pas Kevin Smith qui chapeautait tout ça initialement. Il a de moins en moins de pouvoir de ce côté-là, parce que c'est le Kevin Feige de DC. Ouais, voilà, mais le problème, c'est encore une fois, c'est tellement bâtard l'univers d'ici avec Warner, tel que ça a été fait, parce que d'un côté, on voulait faire un truc sombre, travailler, torturer adultes et tout. Après, on a vu que le public, des fois, accrochait un peu moins bien. C'est normal, c'est un peu moins tout public. Et du coup, on va essayer de singer Marvel. Ouais, on fait que de la merde, c'est nul à chier. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. Juste, moi, j'étais gêné. Et pourtant, j'adore The Rock. J'étais gêné devant la bande-annonce de Black Adam. Je me dis, mais c'est quoi cette merde? Enfin, il y a un moment, même à l'âge de 7 ans, je me serais dit, mais non, quoi. Enfin, alors, techniquement, ça a bien fait les effets spéciaux, mais ça fait pas un film. Là, le côté, il a attrapé un missile. Ah non, il a attrapé. C'est marrant, putain. Qu'est-ce qu'on se marre, franchement. Niveau humour, on est. Il faut arrêter avec ça. On est sur du Gad Elmaleh. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils se sont perdus. Alors, Marvel d'un côté, mais là, on va recentrer sur DC. Ils se sont tous perdus. Faut arrêter avec l'humour dans les films de super-héros, c'est lourd, quoi. Il y a des films qui s'y prêtent. Je pense à Deadpool, en one-shot, ou même sa suite, tu vois. Mais, pourquoi pas. Passer un bon moment, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, pour le reste, si tu veux des enjeux, faut arrêter de mettre de l'humour toutes les 3 minutes. C'est pas possible. Et c'est ça le problème. Tu vois, encore une fois, je suis toujours pareil, mais je reprends juste, certes, le personnage s'y prête un peu plus, mais tu prends la trilogie de Nolan sur Batman, là c'est sombre, c'est adulte, c'est bien fait, tu vois, et donc on peut faire aussi des films d'ailleurs adultes, super-héros, qui plaisent au public, parce qu'ils ont dépassé les milliards, les deux derniers. J'ai envie de dire même les 2 premiers de Burton, au niveau de l'humour, il n'y en a pas tant que ça non plus. Non mais voilà, donc tu peux le faire très subtilement, mais des petites, et par petites touches, on dit, tu vois, mais là non.
bah bref. De toute façon, voilà, en tant qu'adulte, moi, je m'en bats les couilles maintenant à partir. Enfin, Je te rejoins aussi, hein. C'est une catastrophe ce qui se passe chez DC, parce qu'on parle de Batgirl là pour l'annulation, mais bien évidemment il y a aussi l'affaire Ezra Miller aussi qui fout bien la merde aussi, sans compter que en fait ils n'arrivent pas à faire un univers connecté cohérent. Puisque Justice League a été une catastrophe. Je parle pas de la Snyder Cut, hein, bien sûr, mais du Justice League de 2017, et on n'a absolument pas envie de revoir ça. Donc, je pense que DC est en train de mourir. Je confirme. Donc voilà. Et toi, Gino? Bon, après, voilà, ça reste un film de super-héros. Mais bon. De toute façon, ce que Mus a dit avec brio et toi que tu as complété, voilà, vous avez été magistraux là-dessus. De toute façon, c'est un fait, faut qu'ils l'acceptent. Ils ont pris tellement de retard sur Marvel pour aller dans cette direction que le créneau était déjà pris. Dans l'inconscient collectif des gamins, j'en ai fait l'expérience à Disneyland. Marvel, ça y est, c'est ancré, c'est dans le... ils ont réussi. C'est dans le ciboulot du consommateur bêta et idiot. Ça y est, c'est inculqué, c'est rentré dans les mœurs. Limite, ok, on va retenir Batman, mais derrière, on va pas demander d'autres personnages hormis ceux de Batman. Tu vas pas demander autre chose. Superman, tout ça, ok, mais ça n'intéresse pas les jeunes. Les jeunes, voilà, vous allez faire l'expérience, vous allez à Marvel Campus Avengers, je sais pas quoi, à Disneyland Paris. Vous comprenez, qu'est-ce qui se passe? Les gamins, ils sont prêts à mettre 70 boules, 80 boules dans une putain de pauvre araignée ou d'une marionnette. Ils sont prêts à claquer des thunes pour Marvel. Disneyland va rénover un hôtel uniquement aux environnements de Marvel. C'est entré dans les mœurs. Ils ont atteint le public cible, les gamins qui, eux, vont grandir avec ça. Ils vont rester là-dessus. Et voilà, DC a pris trop de retard. Ils ont foiré le truc. Ça n'intéresse pas les jeunes d'ici. Je vais aller plus loin que toi, Gino, là-dessus. Enfin, moi, je serais Warner, là, actuellement. Donc, ils font des films un peu solo, hein. Il y a The Batman, il y a Joker. Bon. Moi, j'aurais tenté de... Moi, pour l'univers connecté... J'aurais tenté de garder la ligne directrice qu'ils avaient sur le côté un peu plus adulte. Oui, justement, je continue mon raisonnement là-dessus. C'est-à-dire que comment là, l'univers connecté là qu'ils ont fait, c'est de la merde, il faut le dire. Enfin, il y a un moment, et voilà. Donc là, moi, je sortirais les films là, Aquaman 2, Black Adam là, parce qu'ils sont faits de toute façon, ils sont faits les films. Donc autant les sortir. Après, je fais un reboot de tout ça et je repars d'une base solide. Donc pas pour rattraper Marvel, parce qu'ils rattraperont jamais Marvel. Ça a commencé en 2008. Eux, ils ont commencé en 2013 et encore, ils savaient pas s'ils allaient faire un univers connecté ou non. Ça a commencé officiellement en 2016. Donc déjà, t'as 10 ans de retard, mec. Donc ce sera jamais, voilà. Et ils ont fait de la merde. C'est-à-dire qu'ils ont voulu sortir trop vite les films. Leur méthode de production marvelienne, ils l'ont pas. Chez Warner, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ils arrivent pas à faire du Marvel, voilà. Ils essayent d'en faire, mais ça marche pas. Ou en tout cas, t'as l'impression que c'est du Marvel chez Wish. Ça marche pas non plus. Donc, tu reprends avec une vision claire, et peut-être même s'ils veulent faire des frises chronologiques à la Marvel pour annoncer leurs produits s'ils veulent, mais tu rebootes tout ça. Ça n'a plus aucun sens de les faire, les films. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je partage complètement cette opinion. Marvel a pris le créneau. Ils ont leur cahier des charges qui est complètement bien établi, bien éprouvé. Ils peuvent sortir des films à l'appel, voilà, jusqu'à essorer le citron jusqu'à la dernière goutte, comme aime bien le dire notre ami Mus. Voilà, mais ça marchera toujours. Ils le maîtrisent, c'est leur créneau. Il faut leur laisser. Et comme Gauthier, t'as raison. Quitte à avoir un retard hyper conséquent, autant tout rebooter, repartir sur une ligne directrice. Le seul défaut de la licence, c'est je trouve que c'est la force de leur héros. Hormis Batman, je trouve que Superman, c'est la génération de nos parents, de nos grands-parents. Superman, ça a perdu de son charme, quoi. Tu vois, hormis Man of Steel, qui a essayé de relancer un peu l'intérêt du héros. Mais les gamins sont pas hypés par par Superman, pardon. Ils sont pas hypés par, il s'appelle, Green Lantern. C'est ça, c'est le même univers. Green Lantern, ouais. C'est un peu les Gardiens de la Galaxie version DC. Ouais, voilà, pareil, Wonder Woman, ça n'intéresse pas forcément les jeunes. Batman fait encore exception parce qu'il y a encore ce mysticisme, peut-être aidé par le jeu vidéo aussi, qui pour notre génération de trentenaires. Batman, ça reste le dessin animé, les BD. Ouais, mais aujourd'hui, tu vois plus beaucoup de dessins animés chez les gosses Batman aujourd'hui. Non, j'en vois pas, je suis pas sûr.
Mais, Peut-être, je sais pas. tu vas plus trouver des Non, parce que t'as toujours le mini-Spider-Man, dessin du animé Marvel, aussi tout ça, qui est diffusé, un nouveau dessin animé Batman. Et je pense aussi c'est tout bête ce que je veux dire aussi, parce qu'il y a aussi la consécration entre guillemets du personnage d'Harley Quinn qui est revenu aussi dans les mœurs, notamment chez les jeunes filles. Moi, je regarde Oui, chez les jeunes quand filles, j'allais au Comic-Con de Paris, le nombre de personnes, de jeunes filles qui étaient en Harley Quinn, c'était assez hallucinant. Ce personnage-là il revend des BD, il revend beaucoup de figurines. Harley Quinn, c'est un personnage de DC, qui est sur le devant de la scène aussi, Bah, qui sera interprété par Lady Gaga. Justement, ce que tu dis, peut-être que la force de DC, c'est peut-être leurs méchants, leurs super vilains, qui sont peut-être bien plus forts que ceux de Marvel. Oui, ça, je rejoins complètement. Moi, tu me dis ça tu me fais sortir dans ma mémoire des méchants. J'ai plus de facilité à sortir des méchants de l'univers, notamment de Batman, que de ceux hormis si Spider-Man, j'ai réussi à t'en sortir, mais sur les autres, Iron Man, tout ça, je vais pas savoir te donner comme ça de voler les antagonistes. Ouais. Par contre, je te rejoins sur le fait que comment Marvel a forcément gagné la mise d'avance. Ça, c'est sûr. Et ça, en fait, c'est comme ça. C'est la guerre entre DC et Marvel. Marvel gagne haut la main, malheureusement. Enfin, malheureusement, parce que moi, je suis team DC, parce que voilà. Mais en fait, en vrai, ils ont pas réussi. Ils ont pas réussi. Ils ont fait de la merde. Ou alors un truc qui pourrait marcher, c'est, comment dire, faut tenir la ligne de conduite et puis être patient. C'est comme tout, parce qu'ils veulent, bien sûr. Ils vont lui mettre la charge avant les bœufs. Ils repartent, ils rebootent, ils font un truc mature, sérieux, travaillé, etc. Au début, effectivement, les gens vont dire, c'est pas très fun, c'est un truc de merde comme ça, voilà, notamment pour des ados. Mais tu vois, il y a aussi en parallèle, et c'est là où faut, du coup, rattraper ce public-là. En parallèle, il y a aussi beaucoup de gens qui en ont plein le cul de Marvel. Quand tu vois les critiques de She-Hulk et compagnie, là, où ça vole pas haut, tout plein de ces conneries-là. Je vous déconseille la série. Non, mais, tu vois, donc je me dis, il y a plein de gens qui demandent que ça aussi en parallèle. Alors, peut-être un niche chez Marvel, les super-héros de manière générale, mais en tout cas, t'as un truc un peu plus adulte, qui cherche quelque chose de plus travaillé, comme je dis, plus sombre, etc. Tu peux attraper ces gens-là, et puis les ados de maintenant sont les adultes de demain. Je vais dire, ils vont mûrir. Et d'ici quelques années, il y a peut-être certains qui vont se dire aussi que Marvel, c'est bon, c'est bas de plafond. Et ils vont dire, là, tu vois, ça me parle un peu plus. Il y a plus d'enjeux, ça m'intéresse, là, tu vois. Faut aussi miser là-dessus. T'es obligé de faire un petit pari quelque part. Mais je pense que c'est un pari qui... Sur le long terme. Ouais, c'est ça. Voilà. Peut être gagnant. Mais ça Marvel, sur le court terme, même sur le long terme, aujourd'hui, ils sont en train de se casser la gueule en ce moment. Ouais. Je pense à Miss Marvel qui n'a pas très très bien marché, ou encore, même s'il y a une saison 2 de prévue, mais également She-Hulk qui est en train de se prendre une shitstorm énorme sur Internet, où on voit justement que Marvel, ça devient vide et comme ça. Par contre, là où je rejoins Gino sur le fait que c'est malheureusement ancré dans la tête des gamins, et maintenant quand ils vont à Disneyland, Marvel, le campus Marvel, c'est limite obligatoire pour les parents. Ils ont pas le choix. C'est tellement ancré que... Et oui, d'ici, faut que ce soit un pari sur le long terme. Je suis d'accord avec toi. Mais faut tout refaire. Il faut tout refaire. Non, mais surtout que j'en sais rien, je suis pas Madame Irma. Moi, je suis sûr que s'ils partent sur une stratégie comme ça, il y a moyen vraiment que, à terme, ça monte succès et que, du coup, après, ils retombent sur leurs pattes. Mais t'es obligé de faire ce pari-là. Et le problème, c'est que, c'est les financiers, ça va que le profit à court terme. C'est le souci, quoi. Donc, ça va à l'encontre de cette philosophie, quoi. C'est compliqué, D'ici, ils ont fait de la merde ce qu'a fait Disney avec Star Wars. Tout à fait. Ouais, pour l'instant, c'est un beau comparatif. C'est assez vrai. Ça n'a pas grand chose à voir, bien sûr. C'est des licences totalement différentes, mais je trouve qu'ils ont fait les mêmes erreurs. En tout cas, dans la gestion de ces franchises. Enfin, oui et non. Pas exactement. Star Wars, c'était surtout le problème de la nostalgie. On refait comme la première trilogie, mais en moins bien, il n'y a aucun intérêt du coup sur le scénaristique. Et alors que DC, en tout cas, je parle en termes de ton, a voulu du coup copier Marvel sur la formule. Alors que c'est moins bien fait, c'est de chez Wish. Et du coup, ils arrivaient après la guerre. Donc, il y a un moment, voilà. Mais effectivement, en tout cas, en termes de, ils ne savaient pas trop se positionner. Ils se disent, bon, on va aller par là, ça va être facile, puis on va pas se casser la tête. Ça a marché là ou ça marche à côté, on va faire pareil. Mais non, il suffit pas de copier pour faire de la qualité. Ça marche pas comme ça. Est-ce que vous aviez vu, les extraits sur YouTube de Batgirl ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'avais vu l'extrait avec Brandon Fraser. Mais c'était une séquence où... Parce qu'en fait, c'était un méchant de Batman assez connu qui était avec des lance-flammes. Je sais plus comment il s'appelle par contre. Bref, c'était pas... Puis bon, c'était Michael Keaton qui devait faire Batman. Et Ben Affleck, je crois qu'il devait apparaître aussi. Et
et J.K. Simmons qui était prévu aussi. Ça m'emballait pas. Quand il a été annulé, je m'en foutais hein, parce que c'est pas un film que je voulais voir de toute façon. Donc quoi qu'il arrive, j'imagine que c'était une catastrophe en termes si les projections test c'était une catastrophe à mon avis et que ça a coûté 90 millions et que ça s'est arrêté, à mon avis, s'il y avait de bonnes raisons. C'est pas le côté féministe ou je sais pas quoi, comme a pu dire MJ Fermella, pareil. Voilà, ça c'est dit. On va passer à la prochaine news, puisqu'on va parler de The Whale, donc puisqu'on parle des premiers retours, de Darren Aronofsky, qui est un de ces auteurs qui font des films aussi troublants que marquants, combien ont été marqués par les visions dégénérescentes de Requiem for a Dream, ou encore perturbés par les élans du body horror qui traversait Black Swan. Alors, Darren Aronofsky n'avait pas fait de film depuis 2017, avec son Mother, énième film de cauchemar fiévreux à la montée en puissance qu'étouffante. Le réalisateur revient avec The Whale. Si on a hâte de le voir, c'est certainement parce que le pitch nous fait penser à The Wrestler. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas voilà. Mais aussi et surtout pour être témoin de la renaissance d'une ancienne gloire. Caster Brendan Fraser est en partie émouvant parce que on a pu le connaître, cette figure bien aimée sous la graisse, mais aussi parce que la performance de Fraser n'implore pas la pitié. Son Charlie est complexe, imparfait, drôle et autrement entier et radieusement humain. Un personnage rond à plus d'un titre. Donc ça c'est Robbie Collin de Télégraphe qui dit ça. Il y a également la critique de Richard Lawson de Vanity Fair. Ce qui aurait pu être une étude sombre et soigneusement réfléchie d'un homme solitaire devient une simple posture. Il y a également aussi le Guardian par Peter Bradshaw. Fraser fait un boulot honnête dans le rôle de Charlie et Hong Cho apporte de la férocité et de la tendresse au drame, mais un film diabétique en manque de sucre. Donc ça, c'est une critique un peu moins élogieuse. De ce qu'on sait du projet, le film est un huis clos adapté d'une pièce de théâtre du même nom de Samuel Hunter. Le film racontera sensiblement la même histoire, à savoir celle de Charlie, un professeur d'anglais qui va essayer de renouer avec sa fille de 17 ans. Loïc sait qu'il l'avait abandonné et souffre maintenant d'obésité morbide à cause d'un syndrome hyperphagie incontrôlé dû à son état dépressif qu'il a développé après la mort de son amant. Bref, un film de joie. Si ça vous intrigue, prenez votre mal en patience. Il vous faudra attendre jusqu'au 23 février 2023 pour découvrir en salle française. Alors messieurs, déjà est-ce que le pitch vous intéresse? En tout cas le projet. Non, pas du tout. J'aime bien. Au moins ça le mérite d'être clair. Non, franchement, ça me tente pas. Brendan Fraser, je préfère garder mes souvenirs de la momie avec lui. Voilà, c'est moche, mais j'aime pas ça. Mais le pauvre, je suis obligé de le considérer comme tel, quoi. Voilà, c'est même pas Georges de la Jungle pour moi, c'est Rick O'Connell, quoi. Voilà, ça ne peut pas être que ça. Et puis Darren Aronofsky. Oh là là, c'est pareil, lui, c'est branlage de couilles intellectuel un peu, quoi. Mais j'ai vu Black Swan. T'avais vu Mother ou pas? Non, j'ai pas vu Mother, j'ai vu Black Swan, ça m'a suffi. Oh là là, ça m'a... T'as vu quoi? Black Swan. Ah, Black Swan, d'accord. Non, ça m'a gavé, ça m'a saoulé. Non, c'est branlage de couilles, le mec, quoi. C'est, vas-y, regardez, je fais du beau cinéma, je fais des beaux effets. Et puis, vous l'avez vu, c'était Livre, Signe Noir. Putain, non, mais rien à branler, quoi. Non, je suis pas fan. Et j'ai pas vu The Wrestler avec Mickey Rourke, ça. Oui, c'est ça. Ouais, non, je crois que je l'ai pas vu. J'ai la chance, moi j'ai vu tous les films, comme ça je peux au moins comparer. Oui, évidemment. Mais en effet, c'est vrai que la critique qui est faite, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. C'est, il a voulu réhabiliter Mickey Rourke. Il a plutôt fait de manière, on va dire, il a plutôt remis sur le devant de la scène pendant une époque. Voilà. Et là, Brendan Fraser, il veut essayer de retenter le même coup. Est-ce que et il a réussi aussi, d'ailleurs, au passage. Oui. Mais du coup, c'est... Puisqu'il a gagné... Moi, les gars, je remets sur scène les acteurs, quoi. Non, aucun, mais j'ai pas envie de... Non, rien à foutre. Franchement, je te laisse la suite, je te laisse compléter, mais je pense que tu es du même avis que moi, quoi. J'aime bien ce rien à foutre qui vient du cœur. Non, mais après, je suis un peu comme toi, dans le sens où moi, Darren Aronofsky, c'est vraiment de la branlette intellectuelle, je trouve. Enfin, je suis pas du tout client de ce cinéma-là, mais après, il en fout tout pour faire un monde. Mais ouais, pour moi, c'est regarder, mon cinéma, regardez comment il est trop bien. C'est le mec, il doit se branler sur ses films, je sais pas, tu vois, bref. Et du coup, non, j'adhère pas. Mais après, il y a peut-être des gens qui adorent, et tant mieux. C'est comme moi, par exemple.
Ouais, non, voilà, c'est pour ça. C'est juste ma sensation de cinéphile. Et voilà, sur plein de cinéastes, on ne sera pas d'accord. Et c'est tout, voilà, tant mieux. Exactement. Tous les goûts sont dans la nature. C'est voilà, globalement, c'est la sensation qui me fait. Je ne renie pas les qualités techniques qu'il maîtrise, etc. C'est plus ce qu'il raconte. Il ne me touche pas plus que ça. Je partage le même point de vue que toi là-dessus, sur l'aspect esthétique des films. Ok, c'est très bien, mais c'est. J'enlève pas ça, mais voilà, c'est juste l'histoire. Mais sinon, de ça, moi, par contre, j'ai une sympathie, comme vous, hein, je pense, pour Brendan Fraser. Voilà, on a un peu vu ces films quand on était Et puis, plus jeune. vous avez peut-être vu les images à la Nostra de Venise. Ouais, j'ai vu quelques. Moi, j'ai vu des photos vite fait, c'est tout. Ah, des photos. Non, parce qu'il a pleuré sur scène, parce que tout le monde l'a applaudi en fait pour son rôle. D'accord. Ah, c'est super. Il a pleuré parce qu'il s'attendait pas à ce que les gens aiment le film. Et du coup, il a gagné aussi le prix du meilleur acteur. Et ça sent bon, les Oscars. Je pense qu'il peut le gagner d'ailleurs. Ce serait génial d'ailleurs qu'il le gagne parce que tu te dis, le mec il revient tellement de loin. Il s'est fait blacklister par Hollywood, faut le dire, par rapport à une agression sexuelle. Donc, par rapport à une agression sexuelle par un producteur qui a essayé de le pénétrer, on va dire comme ça, et il s'est fait blacklister par les films, donc on n'a plus vu Brendan Fraser à cause de ça. Comme quoi, à Hollywood, si tu fais pas ce qu'on te dit, c'est mort, c'est fini. Coucou, Harvey. Il n'y a pas que lui, visiblement, c'était pas... Oui, mais il y a beaucoup de producteurs, voilà, quand tu fais pas ce qu'ils veulent, malheureusement. Et du coup, Brendan Fraser a été absent des cinémas à cause de ça, et là, le fait qu'il revienne dans ce genre de rôle, voilà, ça fait un peu comme... tu l'as dit très justement, Gino, tout à l'heure, The Wrestler. The Wrestler aussi qui devait renouer avec sa famille. Sachant que la fille de Brendan Fraser, ce sera Sadie Sink, qui joue dans Stranger Things. Max, dans Stranger Things, pardon. Qui joue extrêmement bien aussi à la base. Et donc, il y a eu 7 minutes d'applaudissements pour Brendan Fraser à la Nostra de Venise. Donc 7 minutes, c'est long pour les applaudissements. Et justement, il s'excusait même d'être là, en fait, finalement. Et il s'est mis à pleurer, effectivement, sur scène. C'était super émouvant. Enfin, moi, j'ai vu la cérémonie de clôture. C'était bien. Et pour revenir avec Darren Aronofsky, j'aime beaucoup son cinéma depuis forcément Requiem for a Dream, qui était excellent film. C'est le seul film où... c'était assez perturbant comme film, puisque en fait, il fait des films sur les addictions. Requiem for a Dream, c'est l'addiction forcément à l'héroïne, notamment, mais pas que, parce que il y a plusieurs addictions dans le film, avec je sais plus comment elle s'appelle, la mère qui joue dans L'Exorciste, bref, Ellen Burstyn, qui elle est accro aux coupes-fins, et Jennifer Connelly qui est accro au sexe. Donc voilà, il y a tous les comment on appelle ça, je vais y arriver, les addictions qui sont représentées dans Requiem for a Dream. Donc il ira plus loin aussi, puisqu'il y a aussi The Wrestler qui parle de cette addiction forcément à revenir dans l'existence, à redevenir une star. Donc ça, c'était intéressant aussi. Black Swan aussi, alors ça c'était encore des trucs un peu plus pervers avec Nathalie Portman, et on avait aussi Mother qui était un film très perturbant mais super maîtrisé que dans la mise en scène sur en fait t'es dans une maison, mais il faut que tu te dises que la maison c'est le monde, que comment il s'appelle, je vais y arriver, je sais plus comment il s'appelait, l'acteur principal c'était Dieu, et Jennifer Lawrence c'était Mère Nature. Donc il y avait ce genre de parallèle, de symbolisme qui était ultra intéressant, et bien sûr les humains autour qui envahissent cette maison, et en fait tu découvres l'histoire du monde dans la maison. Je sais pas comment il a réussi à faire ça, mais il a réussi à le faire. Dans la mise en scène, moi j'ai trouvé ça, je sais pas comment il a pu le vendre au producteur, par exemple Mother, parce que c'est indescriptible en fait finalement, et c'était super bien fait. C'était super perturbant aussi, et c'est un excellent film au passage. Là, le film qui va nous faire, on a une obésité morbide. Donc il y a Brendan Fraser déjà qui a pris beaucoup de poids, mais en plus de ça, avec des prothèses ultra réalistes. J'ai envie de voir ça parce que c'est pareil, l'addiction à la nourriture, c'est, comme l'a très bien dit Joueur du Grenier, c'est une drogue. C'est une drogue, et pour le coup, on n'a pas trop l'habitude de voir ça au cinéma. Donc ça m'intéresse. Et le fait que cette personne ne peut pas se déplacer de son logement, puisqu'il est tellement gros qu'il ne peut pas se déplacer, renouer avec sa fille qu'il a lâchement abandonnée il y a très très longtemps, ça peut faire une putain d'histoire, en tout cas.
Moi, ça m'intéresse en tout cas. Les autres, ils rigolent. Bah, Enchaînez, hein, après. n'hésitez pas. Enfin, Ouais, non, mais. Bah, Non, c'était moi- c'était une très jolie anecdote, je trouve. Un peu longue, mais c'était très joli. Non, mais c'est vrai que le film, typiquement le film Mother, moi je sais que du coup je ne l'ai pas vu, celui-ci, parce que je ne l'ai pas vu, pardon. Le seul truc que je vais, parce que j'aime bien faire ça, le seul truc que je vais souligner, où je vais dire chapeau, tu l'as dit, il fallait vendre le projet, etc. Là, je vais juste te dire, c'est bien ce qu'il fait, c'est qu'il essaie au moins de faire les choses d'original aussi. J'aime bien souligner au moins l'originalité des projets. Mais voilà, c'est juste qu'après, par contre, en termes de contenu, ça me parle pas vraiment. Globalement. il y a juste hein, The Fountain que j'ai pas aimé, je crois, Ah oui. dans sa filmographie. Alors là- Celui-là, incompréhensible. C'est là pour le coup. Camelot. Et là, je pense que là, par contre, c'était de la branlette intellectuelle. Ouais. Là, j'en suis convaincu. Bon, Black Swan, c'en a été aussi, quand même. Non, pas forcément. Non, je suis pas d'accord. Si, quand même. Non, je suis vraiment Ah, ouais. là-dessus. C'était un film vraiment sur. Là, il y a un peu la schizophrénie là, derrière. Du paraître, en fait. Et ça, c'était ultra intéressant. Enfin, le thème est génial. Quoi. Notamment sur les danseuses étoiles. C'est un vrai sujet. Là, il parle un peu d'anorexie derrière. Il parle justement de c'est un monde de merde, de pute, un peu. Comme d'ailleurs les mannequinats. Si vous connaissez un peu l'univers du mannequinat, c'est exactement ça. Et c'est un monde de merde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait appel au chorégraphe Benjamin Millepied qui connaît bien ce monde-là, qui est le mari de Nathalie Portman maintenant, Oui, il a mis le pied dans Nathalie, ouais. entre autres. Et je crois qu'il est directeur de l'Opéra Garnier, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Où il l'a été, mais je sais pas Il s'il l'a est été. encore, mais il l'a été, c'est ça. Donc voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, Pas là-dessus, a priori. non, sans rien du tout, pomme de terre, non. J'aime la Eh bien, on va finir par notre débat, puisqu'on va parler de fantasy. Hein, et on va parler... Alors, c'est vraiment une question qui revient aujourd'hui. Est-ce que la fantasy est-il un genre boudé au cinéma? Alors, Game of Thrones, House of the Dragon, Les Anneaux de Pouvoir, Willow 2, en tout cas Willow la série, la fantasy se retrouve à l'heure actuelle dans nos salons. Cependant, ce genre a commencé à déserter les salles de cinéma. Pourtant, on se souvient de l'Histoire sans fin dans les années 80, même Willow, Cœur de Dragon dans les années 90, mais surtout de la trilogie, début des années 2000, de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, et son préquel, Le Hobbit. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez justement que le cinéma boude la fantasy aujourd'hui? Est-ce le final fantasy? Oh, c'est pas mal. Non, c'est En Je plus, valide. à la C'est fin. con, mais j'aime bien. C'est pas mal. Ouais, c'est naze. Vas-y, je Non. t'en prie, monsieur. Je t'en prie. Je pense pas, c'est juste encore une fois, c'est pas que le cinéma boule la fantasy, c'est que c'est la stratégie des studios. En fait, ils se disent que, alors, souvent, parce que maintenant le scénariste d'Hollywood manque d'imagination, on va juste faire des ressucés de livres, etc. Alors attention, hein, moi c'est très bien, moi j'adore Game of Thrones par exemple, typiquement, le Seigneur des Anneaux je ne connais pas très bien l'univers, mais c'est un univers hyper vaste qu'on peut exploiter vraiment hyper longuement. Donc voilà, tout simplement, vu qu'on peut l'étendre sur la durée, ils se disent on va plutôt faire des séries et donc les mettre sur les plateformes. En plus, ça attire des abonnés, c'est la stratégie commerciale qui provoque ça. C'est plus ça, c'est pas des amours du cinéma en tant que tel, c'est la stratégie des studios. En fait, c'est surtout ça qui fait que, ce qui est dommage, parce que tu as cité des exemples des films des années 80-90, elle fut un temps, du coup, quand on ne voyait pas juste sur la durée, on était capable de faire des bons one-shots ou même des trilogies, pour reprendre la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc on était capable de faire ça sur un format film, ça pouvait marcher très bien avec les moyens de l'époque, hein, bien sûr. Et voilà, mais maintenant c'est vraiment capitaliser, étendre tant que possible l'univers, sur la durée, et donc plateforme. C'est vraiment juste une question de stratégie commerciale. Alors on peut le regretter, hein. Moi il y a des films, je suis sûr que sinon on préfère les voir sur grand écran, enfin, en tout cas format film et sur grand écran en l'occurrence. Après c'est comme ça, il paraît qu'il faut vivre avec son temps. Bon, moi je le déplore, hein. De toute façon, moi je suis le vieux compte service, je suis globalement anti-plateforme. C'est un peu fermé d'esprit, mais en tout cas, voilà, je préférerais toujours le cinéma de manière générale, je pense, même si on peut aussi trouver de très bonnes choses sur les plateformes. Et effectivement, c'est un peu triste de ne pas pouvoir découvrir ça sur grand écran, certaines œuvres de fantasy, donc en l'occurrence. Mais voilà, c'est la stratégie qui veut que, je pense que c'est Game of Thrones aussi qui a fait des émules, hein, quelque part aussi, hein, parce que là, pareil, Ouais. quand Amazon rachète les droits. Je pensais surtout au Seigneur des Anneaux, parce que dans les années 80-90, j'ai cité quelques films là, mais Bien sûr. c'était assez boudé déjà. Ouais. Il n'y avait pas Ouais, mais beaucoup de films. Là, dans l'univers inverse, Amazon, encore une fois, achète les droits et à Amazon Prime, donc sa plateforme, ils ont diffusé au cinéma, c'est pas maintenant qu'ils vont commencer, c'est vraiment pour à fond diriger les gens vers leur plateforme, c'est tout, c'est que du commercial, hein, c'est une stratégie commerciale. Donc, après, voilà, moi je me réjouis pas de ça, mais bon, c'est ainsi, hein, malheureusement. C'est plus une affaire de circonstances, je dirais.
Et toi, Gino, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, boudé, je ne sais pas. Il est vraiment boudé au cinéma. C'est pour moi en fait le phénomène de fantasy au cinéma. Le véritable marqueur, ça a été vraiment, comme tu l'as dit, Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, si tu veux voir une œuvre de fantasy à l'écran, il faut que ce soit une œuvre de la littérature jeunesse qui ait eu un écho assez florissant dans les librairies pour qu'il soit adapté. Ça permet de limiter la prise de risque des studios. Comme Des studios qui Eragon? sont- Ouais, mais justement, mais Eragon était sorti, c'était une sombre merde, mais il est sorti parce qu'il y a eu un gros succès populaire. D'ailleurs, les littéraire. livres sont excellents, au passage. Ouais. C'est Après, triste, mais voilà, c'est excellent. mais après tout est dans le travail d'adaptation. Après, voilà, il faut savoir le faire. C'est pas à la portée de tous. Mais honnêtement, après, est-ce que c'était certains studios qui avaient une facilité à éventuellement sortir? Parce que l'Histoire sans fin, les Willow, Cœur de Dragon, comme tu dis, c'est les années 90, une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, où la communication était, tu ne pouvais avoir des idées de la littérature jeunesse de l'autre côté de l'Atlantique que par des médias spécialisés, ce genre de choses. Donc il y avait aussi un petit côté mystique. On savait aussi te vendre des films. L'Histoire sans fin, on savait te le vendre par une bonne bande-annonce. Willow aussi. Ouais, également. Donc je ne sais pas. Je pense que le j'ai véritable revu, tournant, c'est dans les Anneaux, quoi. Willow, j'ai revu il y a quelques semaines. Et puis Moi, j'ai revu Buffy. et puis la fantaisie, Ah ouais? la fantaisie, ça s'adresse à un public C'est bien bien particulier quand même. Mais oui, juste pour info, ouais, j'ai revu Willow il y a quelques semaines et il vieillit super bien. Pourtant, c'est un film des 88, je crois. Ouais, Et je crois, il vieillit super bien, je trouve. Il y a quelques effets, voilà, où tu te dis bon, ça reste une Normal. casse-film, quoi. Mais vraiment, il vaut le coup. Hein. Val Kilmer est excellent dedans. C'est là qu'il a rencontré sa femme, d'ailleurs. Ah ouais. Et qui reprendra son rôle dans la série. Pas Val Kilmer, hein, la femme de Val Kilmer, enfin, l'ex-femme. D'accord. Mais non, je pense pas que ce soit un genre boudé. C'est un genre qui est risqué plutôt pour les. Aussi. Pour les investisseurs. Ouais. Bah, Aussi, c'est souvent beaucoup de. C'est Je te vrai. rejoins là-dessus d'ailleurs. C'est souvent en fait un. Bah, ça coûte cher. Ça coûte cher de faire de la fantasy. Surtout s'il y a souvent des créatures magiques. Exactement. peu importe. Donc c'est vrai que ça coûte assez cher. Aujourd'hui, quand on voit le prix des anneaux de pouvoir. Alors je sais pas si ça va que dans les effets spéciaux, en toute honnêteté, mais c'est vrai que ça coûte extrêmement cher. Après c'est vrai que voilà, comme dit Meus aussi, il faut du temps pour développer l'univers et le retrouver, voilà. Mais c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux, par exemple, je repense à ça, c'était des films extrêmement longs aussi au cinéma, hein. C'était 2h30, voire 3h30 pour les versions longues. Donc c'est vrai que c'est pareil, ça coûte cher, je pense, de les produire, donc un capital risque beaucoup plus important. On pense à Eragon, quand il a été adopté au cinéma, c'était une grosse perte pour un studio. Donc je pense que voilà, capitaliser. Les gens vont pas forcément voir de la fantasy au cinéma. Le Seigneur des Anneaux reste une anomalie, je pense, dans le monde du cinéma. Ah, il y avait beaucoup, je pense, de gens aussi qui, en fait, paradoxalement, ont lu les livres et on Oui. parlait aussi des livres qu'ils ont lus à ceux qui ne les auraient pas lus. Donc. Et de fil en aiguille, je pense, va. Puis aussi, même si c'est à l'orée des années 2000, au niveau des effets aussi, pour son époque, quand il est sorti, il est toujours très bien en soi. Et il y a toute cette aura aussi sur le de Tolkien, je pense, qui fait boule de neige. Et puis c'est pour ça que c'est une anomalie, parce qu'effectivement, il y a un succès, une telle ampleur, je pense que Bah c'est... surtout le dernier pas film, attendu. 11 Oscars. 11. Bah, c'est ça, en plus. C'est démentiel Tout à fait. pour un Ceci film comme ça. critique. Mm. Tout à fait, un petit qui est quand même beaucoup commercial, quoi. Donc, ouais. Après, c'est sûr que au cinéma, c'est sûr que c'est l'exemple type, mais je pense que ça pourrait encore marcher malgré tout, mais il faut que ce soit bien travaillé. Tiens, typiquement, le Hobbit, je sais pas, ça a dépassé le milliard aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ça a plutôt été rentable. Oui. Parce que On t'avais finance forcément des fans technique, un peu. du Seigneur des Anneaux qui y allaient. Hein. Ouais. Moi, ça m'a pas plu, mais c'est là pour le coup, il a eu la critique des spectateurs qui était quand même un peu moindre, mais commercialement, ça a marché. Ça a marché. Tout à fait. Ça. C'était un succès commercialement, mais parce que t'as surfé sur le fait, Le Seigneur des Anneaux, le même casting, et pour les personnages, Legolas, Aragorn, non, je crois pas qu'il y ait, enfin, les nains et tout, et puis Peter Jackson surtout. Voilà. Ouais. On est resté là-dessus. Alors que Tant pis.
les projets allaient de main en main. Jackson a quand même le truc. Puis, peut-être. c'est pareil, un univers de fantasy. Alors, quel univers de fantasy original? Moi, je suis pas très calé en la matière, mais il n'a pas été adapté. Il y en a sûrement d'autres, j'imagine bien. Néanmoins, c'est peut-être des choses qui sont quand même moins connues du grand public de manière générale. En plus, il faut toujours, parce que si tu veux que ce soit bien fait, quand même un certain budget pour que ce soit fait correctement. C'est ça. Donc, mettre un gros budget sur un univers qui est pas très connu du grand public pour adapter au cinéma, là, j'avoue que ça peut être casse-gueule. En fait, il se dit, encore une fois, la balance opportunité-risque, ils se disent, non, ça vaut pas le coup, on se lance même pas, on essaye même pas. Donc, il y a ça aussi. J'ai oublié de citer The Witcher, qui a été adapté par Netflix. Ouais, tout à fait. Alors, pas Peut-être que justement, le format série télévisée, comme vous idolâtrez Game of Thrones certainement à juste titre, j'ai plein de gens autour de moi qui m'en parlent aussi, mais peut-être que si ça avait été une suite de long métrage adapté, peut-être que vous n'auriez pas eu la même hype, comme pour beaucoup de gens. Ça aurait été, alors peut-être comme le Seigneur des Anneaux, inadaptable. Ou Exactement. en tout cas jugé inadaptable. Parce que c'est de la politique, Game of Thrones. Parce qu'en fait, finalement, tout ce qui est fantasy, on s'en fout dans Game of Thrones quelque part. C'est la politique et l'histoire de la politique qu'on a eue, nous, à travers l'Europe. Mais dans le fait que vous signaliez que c'était une anomalie en soi, le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que par définition, la fantasy, c'est un univers extrêmement large, presque indéfini en fait. Presque un public de niche aussi. C'est un public de niche. Ça fait penser beaucoup à tous les rôlistes qui aiment bien les jeux de rôle, les univers fantastiques. Donjons et Dragons. D'ailleurs, Donjons et Dragons, il ira au cinéma. C'est un peu ça. Tout ouais. à fait. Mais c'est un public de niche, et puis même, je trouve que par le fait de partir sur une idée d'une série télé avec plusieurs saisons, tu peux te permettre de prendre plusieurs directions différentes en ayant l'excuse, entre guillemets, ou le paramètre de l'univers extensible. C'est pas faux. C'est un peu moins casse-gueule. On est moins sur des sagas de films aujourd'hui. Même si c'est l'anomalie, ça veut dire dire que Peter Jackson a su faire un travail exceptionnel d'adaptation. Oui. Mais il a su le faire qu'une fois. Pas de moi tous les coups. Là, c'est ça. Faut mettre les bifetons. Je lance du débutant. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On va dire ça. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce débat, ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Non, je pense qu'on a déjà une émission pas mal bien chargée. Ça va, ça a été. Ça devrait aller, ça devrait bien se passer. Merci à tous, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes disponibles aussi sur toutes les plateformes de podcast comme iTunes ou Spotify. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Salut tout le monde, à la prochaine. Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une